La direction de TVA a voulu que je m'excuse et je ne le ferai pas. Évidemment, ça a été son dernier show. Producteur, essentiellement, t'es le patron du show. Donc, tu dis, voici comment je veux que ça se passe, voici ce que je souhaite. Puis tu fais de l'arbitrage avec ton animateur pour dire, ça je veux pas, ça oui, ça non. Il faut vraiment qu'il y ait une belle relation de confiance entre producteur et animateur. C'est sûr. Tu sais, j'ai fait ça jusqu'en... Prêt à raconter des milliers d'histoires, là, mais un jour, quand j'ai créé mon livre... OK, on en veut une. Peut-être. Quelle était ma valeur après ça? L'intégrité. Exactement. Yes. Par contre, t'es intègre au prix de perdre ta job. Ouais. Faire l'acquisition des premières stations, c'était facile. C'était plus difficile après la deuxième étape de croissance où là, tu veux passer d'un petit groupe que personne s'occupe à au moins être quelque chose d'assez important dans le marché pour au moins faire partie des discussions à l'avenir. Parce que ce que tu veux, c'est que quelqu'un t'appelle et te dise « Je suis à vendre ». Sylvain Chamberlain! Salut! Ça me fait grand plaisir de te recevoir à un café avec Judith. Merci de l'invitation. Je ne te connais pas. Ben maintenant, je te connais depuis 10 minutes. Mais je ne te connais pas, mais il y a plusieurs personnes, comme au moins 4 depuis que j'ai le balado, qui me disent « Tu devrais recevoir Sylvain Chamberlain, tu l'aimerais. » Donc la barre est haute, là. Les attentes sont très hautes. Ah ouais, hein? Mon auditoire, les gens à la maison, ils sont impatients de te découvrir. Je vais essayer de ne pas te décevoir. Ah, je suis sûre que oui. Eh bien, je suis sûre que tu ne vas pas me décevoir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Écoute, Sylvain Chamberlain, 63 ans, président d'Arsenal Media, compagnie qu'on a fondée en 2000, c'est 1900. 1900. 2011. Okay. Donc, 2011, une compagnie qui a 15 ans aujourd'hui et qu'on a fondée à l'époque avec une prétention de devenir le plus grand consolidateur de radio. Donc, c'était déjà ça la vision. C'était déjà ça la vision. Oui, c'était ça la vision. On avait déjà planifier nos affaires. J'ai trouvé des plans d'affaires qui dataient d'il y a 14 ans, puis c'était exactement la vision qu'on avait et tout ça. Et à l'époque, d'ailleurs, on s'était dit, si jamais on se rend à entre 23 et 25 stations de radio, ça va être incroyable. Je pense que j'ai encore des photos de ça. On avait fait un petit tableau avec où est-ce qu'on imaginait nos stations et tout ça. Bon, aujourd'hui, d'ici quelques mois, on va être à 30. Wow! Consolidateur, pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas, c'est de faire l'acquisition de plusieurs trucs. Oui, exactement. De consolider un marché. Oui, exactement. Surtout qu'en radio, il y avait quand même... Quand on a commencé, c'était l'après-crise de 2008. Donc, 2008, 2009, là, il y a une crise. Les gens, quand même, ont de la difficulté. L'économie repart quand même assez difficilement. Beaucoup de radios ont subi des conséquences et se relèvent pas de ça. Donc, nous, on profite de ce... En fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça a commencé, là. C'est-à-dire qu'on a essayé d'acheter 2 stations à Québec au départ, pour dire comment on boucle la boucle, là. On a essayé d'acheter 2 stations à Québec. Ça n'a pas fonctionné. C'est les Leclerc qui ont eu les 2 radios. Et à ce moment-là, j'ai dit à mon partenaire, regarde, sais-tu quoi? On va ensemble consolider tout ce qui reste de radio, puis on va faire un groupe avec ça. Il me dit, t'es sûr qu'il y a un plan? Je garantis qu'il y a un plan d'affaires. Il n'y a jamais personne qui l'a fait. Et on a profité, les premières stations qu'on a achetées, c'était toutes des stations surtout en difficulté. Donc, des stations qui en arrachaient, des stations qui voulaient vendre. Donc, faire l'acquisition des premières stations, c'était facile. C'était difficile de mettre ça ensemble, mais c'était facile d'en faire l'acquisition parce que c'est du monde qui était mal pris. C'était plus difficile après la deuxième étape de croissance où là, tu veux passer d'un petit groupe que personne s'occupe à au moins être quelque chose d'assez important dans le marché pour au moins faire partie des discussions à l'avenir. Je comprends. Parce que ce que tu veux, c'est que quelqu'un t'appelle et te dise « Je suis à vendre ». Oui. Absolument. On aimerait ça vous rencontrer, M. Chamberlain. On a des actifs qui pourraient vous intéresser. Là, écoute, généralement, là, quand quelque chose est à vendre dans les médias en général, puis là, j'écoute radio, télé, affichage, you name it, les banques, le monde, les courtiers, le monde nous appelle. Tout automatique, tu sais. J'adore ça. Ça, c'est ta réponse à ma question. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Puis tu vois, cette question-là, j'adore la poser parce qu'elle est très riche, parce que là, tu t'es vraiment défini en tant que ta business. Avant d'aller plus loin, je dois quand même remercier. Tu connais l'industrie?
nos commanditaires qui nous Oui, bien permettent sûr. de... Donc, tout d'abord, le Giflex. Est-ce que tu connais le Giflex? Écoute, ils sont dans le meuble, je pense. Exactement. Le Giflex, Artopex, deux Oui. compagnies de Granby, deux compagnies familiales. En compagnie québécoise. Oui. Artopex, à l'époque, c'est déjà... qui avait profité des REA. Il y a longtemps, si je ne m'abuse, dans les années 80. Des REA. Des REA, régime d'épargne Ouais. action. Oui, c'est ça. Comme Que M. M. Parizeau M. avait... Bouchard a fait ça aussi. Oui, mais c'est M. Parizeau qui avait, comme je pense, tout Oui. organisé ça. Oui, c'est là, ça. Mais il a pris l'époque. la décision, puis M. Bouchard Ouais, avait... un petit peu, ouais. 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 Mais c'est ça, le Giflex qui nous accueille généreusement dans leur salle de montre. Pendant qu'on est en train de lancer une nouvelle business, on leur a demandé est-ce qu'on peut venir chez vous? Puis ils nous ont généreusement prêté leur salle de conférence. Donc, malheureusement, ils ne peuvent plus faire de conférence présentement. Et EasySign, partenaire présentateur du balado, est-ce que tu connais EasySign? Est-ce que Oui, tu fais tes deals avec absolument. Ah, bravo! Ouais. Caroline, elle va être très contente Ouais. d'entendre ça. Ouais. Donc, EasySign, la fournisseur de solutions de signature électronique, une solution locale. Incontournable en 2026. Donc, avant de se rendre dans l'histoire d'Arsenal, une des choses, je pense qu'on va parler beaucoup d'acquisition. Fait que pour les gens qui ne connaissent peut-être pas ça, peut-être qu'on va essayer d'être le plus académique possible. Absolument. Parfait, merci. On va parler d'entrepreneuriat parce qu'on voit ta flamme entrepreneuriale bouillonner. Ici, Tout.tv a récemment lancé l'événement Crime en série dans la section Extra. Et pour une durée d'1 mois, vous découvrirez des milliers d'heures de contenu, que ce soit des films québécois, des séries et même des livres audio. Et là, ça fait quelques semaines que je vous donne mes recommandations culturelles. Cette semaine, j'ai découvert le film L'Affaire du Mont, qui est une histoire québécoise, et c'est Marc-André Grondin qui tient le rôle titre. C'est une histoire inspirée d'un fait vécu. C'est un homme qui se rencontre, un père de 2 enfants qui se rend compte qu'il a été accusé de viol et qui se ramasse en prison. Et c'est sa copine, femme, Solange, qui doit se battre avec lui. Et c'est vraiment un récit. Moi, j'ai adoré ce film-là. C'est vraiment un récit sur l'injustice, sur l'amour et sur se battre pour ses convictions. Donc, vraiment, allez découvrir ça à toute vitesse. Je sais que c'est pas absolument récent comme suggestion, mais c'est ce que j'adore sur cette plateforme, c'est que ça nous permet de découvrir du contenu qui a été créé, conçu, fabriqué, réfléchi au Québec par des artisans de chez nous. Donc, rendez-vous sur ici, Tout.tv, dans la section Extra. Bon épisode! Mais le reculons derrière. Qui est le petit Sylvain? Écoute, j'ai grandi, en fait, à Montréal. Je suis un Montréalais. J'ai grandi à Montréal. J'ai fait tout mon parcours scolaire à Montréal, écoute, dans le quartier Villeray, donc qui est un quartier très, très humble. Puis, écoute, j'ai fait tout ce qui est jusqu'au cégep Rosemont, en fait, où là, ça a été un échec sur toute la ligne. Là, je suis un peu drop-out, là, en guillemets. Ça n'a pas été des bons moments. Et il y a eu, à ce moment-là... Écoute, j'ai eu une passion pour la plongée sous-marine. OK. Et j'ai décidé de me lancer corps et âme là-dedans, passer des années à faire de la plongée. Ah ouais? Ouais. Mais comme, mettons... J'ai fait à peu près tous les niveaux là, de plongée. Là, maître plongeur, master diver, dive master. Donc, organisé. Je suis une plongeuse aussi. Je connais Bon, ça. ben, OK. Alors, niveau 1, 2, 3, 4. Tu sais, fait que Là, tu voyageais ou même surtout au Québec, quand même. Okay. Surtout au Québec. Là, on restait au Québec. J'en ai fait à Tête-Ford. Non, mais j'en ai fait. Oui, exact. Dans la carrière. Ben oui, exactement. Donc, Carrière Morrison aussi en Outaouais. Oui. Donc, puis c'est fou, hein, les carrières, comment c'était formateur, parce que c'était un endroit où c'était très clair, mais où tu n'avais plus de référence autour de toi. Aucune référence. Donc, plus de bar, plus de fond. Puis quand tu rentrais, mettons, là, disons que la carrière faite de même, puis comme ça, là, très creuse, là, quand tu rentrais en plein milieu, tu te retrouvais soudainement avec... Et c'était
parfait pour apprendre avec les instruments, pour travailler avec les instruments, avec parce que tu n'avais pas d'autres références que tes bulles, tu savais qu'ils montaient en haut, mais sinon, c'était tout. Tu savais pas trop où tu t'en allais, tout ça. Donc, ouais. Mais je te dis ça parce que c'est une passion qui m'a accroché après quelque chose. Et tu sais, le sport, comme la musique, pour moi, c'est quelque chose de très important. Puis, tu sais, aujourd'hui, on en reparlera tantôt, mais Arsenal est très impliqué dans ces communautés. Nous, à toutes les années, on donne beaucoup d'argent pour les écoles de musique. Parce que je crois au fait, les écoles de musique, surtout dans les écoles secondaires, primaires et secondaires, parce qu'on fait acheter des nouveaux instruments et tout ça. Puis pour les jeunes, la fierté d'être accroché, soit au sport, soit à la musique, c'est tellement fondamental. Absolument. Donc moi, je me suis accroché après la plongée, puis je pense que c'est ça qui m'a sauvé. Ah ouais. Donc, là, est-ce que tu aimes le café, Sylvain? Ah, j'adore le café. Parfait. Donc, mesdames et messieurs, à la maison... Le barista. Et Sylvain, je te présente Dave Boucher de chez Escape Coffee qui nous sert le café aujourd'hui. Ça, c'est une commandite, Dave? C'est une commandite. C'est une commandite de café. Ouais. Ah, ben ouais. On commandite le café dans le titre. Ça, c'est un vrai placement de produit. Là. Hey. C'est très fort. À vous, hein? J'ai impressionné. Qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui, Dave? Aujourd'hui, on boit sauce secrète. Donc, c'est un Éthiopien au procédé naturel en filtre noir. Puis, dans le latte, l'habituel 4,30 qui est disponible en épicerie grâce à la nouvelle vague café. En latte, évidemment. C'est notre café à latte. Tu veux-tu que je prenne ton petit sac, que je fasse ça comme ça ici? Avec, Faut que tu le tiennes tout le long. Merci, Dave. Je te remercie. Donc là, la plongée sous-marine. On est dans vingtaine. Grande passion. Ouais. Ensuite? Je retourne à l'école. Donc, ça me raccroche, ça me donne le goût de retourner à l'école. Évidemment, je suis beaucoup plus en forme. Tu sais, j'ai repris contact, tout ça. Tu sais, je suis fier aussi de ce que je fais. Donc, je décide de retourner à l'école et je m'en vais en informatique. En informatique. Quelle catastrophe. Écoute, j'ai fait 3 mois, mais j'ai eu une leçon de vie encore là incroyable. Écoute, après 1 mois, je suis complètement démoli. Écoute, j'ai ça pour m'en confesser. Puis ça, c'est l'époque là, où tu apprenais le langage, le Pascal, toutes ces affaires-là. Puis c'est avant l'arrivée, mettons, des ordi Apple. On est en 82. Là. Attends un peu, tu vas me dire qu'il n'y avait pas d'iPhone à l'époque? Non, non. Non, seulement il n'y avait pas d'iPhone. Il n'y avait pas d'ordi non plus. Là. Non, je sais. C'est le début. Il n'y avait pas d'ordi. Il y avait des ordis, mais des affaires qui n'avaient pas de Mais bon tu vois, sens. je suis vraiment une fille de tech, puis Pascal, le langage Pascal, j'ai jamais entendu ça. Non, c'est ça, mais c'est des affaires des années 20 et 40 ans, là, tu sais. Mais donc, tu apprenais des langages et tout ça, donc je détestais ça. Et un jour, donc, je m'en vais voir le dirigeant de la place. C'est une école privée. Là, je dis, écoute, moi, je veux m'en aller, tout ça, plus capable, tout ça. Collège La Salle. Non, ça s'appelait Erzing. Ah oui. À l'époque, je ne sais pas si ça existe encore. Fait que je m'en vais là, c'était sur Sainte-Catherine, je pense. Et je m'en vais voir le dirigeant, j'écoute, lâchez ça, je m'en vais de ça. Il dit, écoute, pas de problème. T'sais. Il dit, je vais quand même te proposer quelque chose. Tu fais comme tu veux. Il dit, moi, j'étais toi. Je finirais quand même la session. J'irais jusqu'au bout. Sais-tu quoi? Il dit, tout à coup que ça t'accroche à quelque chose, tout à coup que tu te mets ça, tout à coup que tu veux. Mais sais-tu quoi? Va au bout, finis ta session. Sais-tu quoi? J'ai tellement haï ça jusqu'au bout. Jusqu'à la dernière journée, j'ai haï ça. Ça m'a fait raccrocher à rien pantoute, sauf à une chose, l'estime de moi-même. D'avoir fini. J'ai été capable de finir quelque chose que je détestais tellement, là, profondément, mais je suis allé au bout de ça. J'adore Je l'ai ça. fini. Wow. Et ça, Grande pour leçon moi, de vie. une énorme leçon de vie. Ouais. Parce qu'au lieu de dire, on est à l'air du jetable, hein? Tu jettes, ça marche pas, je recommence, pas grave. Non. Je suis allé au bout. Je détestais ça, mais je m'étais engagé. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'étais avec mes enfants, quand on commence un cours, vous allez le finir. Ouais, mais j'aime pas ça, papa, la gymnastique. Ouais, mais sais-tu quoi? Tu vas en faire pareil parce que tu t'es engagé à en faire. Fait que tu vas finir la session. Après ça, tu feras d'autres choses, il n'y a pas de problème. Tu t'es engagé, finis-le. C'est des apprentissages qui demeurent dans le temps. Donc, c'était ça. Puis après ça, ben, je suis parti en administration au cégep, à recommencer mon cégep, en fait, que j'avais poché une couple d'années auparavant. Puis j'ai fait mes années au cégep en administration. Je suis rentré à l'université.
puis à l'UQAM. Et là, à l'UQAM, tout de suite, je suis rentré dans une association étudiante. Je voulais m'impliquer. J'étudiais en administration. Et là, c'était les années où, quand tu t'impliquais, en plus, tu avais pas mal de crédits. Fait que je m'impliquais dans plein d'affaires, puis j'avais plein de crédits dans mes cours. Donc, c'était formidable. C'était plus facile. Je m'excuse pour mon alma mater, mais c'était ça pareil dans le temps. Et donc, beaucoup plus simple de faire des choses. J'avais voyagé. Écoute, à l'époque, on avait même eu un voyage. Écoute, moi, je rêvais d'aller voir les pays de l'Est. Parce que quand j'étais au cégep, je me faisais toujours dire par les profs du cégep, là, c'est l'époque, quand même, des grosses barbes, puis du plan, puis la beauté des pays communistes, là. Mais tu sais, j'ai de la misère à croire ça, tu comprends? Je disais, c'est drôle, mais tout le monde veut s'en aller chez nous, mais personne ne veut s'en aller là-bas. Ça ne va pas être si cool que ça. OK. Donc, en 89, je finissais mon bac. En 89, on s'en va. Écoute, là, je te compte ça, c'est avant là, que le mur de Berlin tombe. Le mur de Berlin est tombé en septembre ou octobre 89. Donc, nous, on est au mois de mai. On s'en va finir notre bac là-bas, on s'en va prendre des cours à l'Université centrale de Varsovie. Fait qu'on part avec une de mes chums, on part de la France, on se loue une voiture et là, on part. Fait le chemin. Là, on passe par Checkpoint Charlie, qui aujourd'hui est un musée. Ma fille est allée visiter ça. Elle me dit, papa, connais-tu ça, Checkpoint Charlie? Elle dit, regarde, c'est un musée à l'époque. Là, je regarde ça, OK, à l'époque. C'est moi, quand je suis passé là, aujourd'hui, c'est un musée. Ça veut dire que je suis vieux, tu sais. En tout cas, fait que passe par Checkpoint Charlie, l'Allemagne de l'Est. Checkpoint Charlie, pour ceux oui. qui ne savent pas, c'est entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, exactement. Donc, c'était la seule porte d'entrée et c'était ici, vous quittez le territoire américain. Et là, tu rentrais. Écoute, il y avait... Là, les gens disaient, tu vas juste suivre cette voie-là. Écoute, on dirait qu'on était dans une guerre permanente. Il y avait des tours à tous les demi-kilomètres avec des gardes armés. Oui. Écoute, tu étais tout seul sur la route. C'est complètement, écoute, débile. C'était pas tout le monde qu'on nous décrivait au cégep, tu comprends? Et là, on s'est rendu jusqu'en Tchécoslovaquie. Et là, de la Tchécoslovaquie, on s'est rendu... puisqu'on a couché là, puis en Tchécoslovaquie, on s'est rendu en Pologne. Mais quand on est rentré en Tchécoslovaquie, je reviens toujours dans ces années-là, on passe une douane, deux douanes, des barrières avec des gardes armés, là, une fois, deux fois. Puis là, la troisième fois, la garde prend un passeport, regarde. Canada. Québec. Nordique, parce que les Stachny étaient des héros là-bas. Donc là, je te raconte ça pour te dire comment ça bouillonnait là-bas comment c'était devenu des héros d'avoir fui le pays. Alors, à l'époque, les Stachny avaient fui le pays. C'était des joueurs de hockey, les Stachny. Et ils étaient venus jouer avec les Nordiques de Québec. J'étais comme... Okay, les Nordiques de Québec. Alors, c'était un événement incroyable. Alors, eux autres disaient, là, j'ai dit non, Montréal, Peters Svoboda, qui était aussi un Tchèque. Et là, le gars, écoute, il est devenu, soudainement, il a baissé sa garde, baissé son arme, tout le monde s'est calmé. On échangeait des cigarettes dans ce temps-là, on donnait des cigarettes canadiennes, puis ça nous donnait leur patente pas fumable, là. Puis finalement, on s'est rendu en Tchécoslovaquie, de là en Pologne, et de là, on a étudié, puis je te fais grâce, là, on a fait le tour de la Pologne et tout ça. Mais je te raconte tout ça pour te dire, ça a tellement été des années marquantes qui ont, dans le fond, qui ont forgé beaucoup de choses qui m'ont été utiles plus tard. T'sais. OK, fait qu'un apprentissage ou un truc qui a forgé la personne que tu es aujourd'hui de ces années-là? Mais je pense que c'est plus quand même. Donc, pendant ces années... Tu t'as vu à quel point le sport était rassembleur, fait que tu t'es dit, moi, je vais lancer plein de médias de sport. Oui, bien ça, oui, j'ai toujours été passionné du sport, mais en fait... quand j'ai dans ces années-là, donc quand j'étais à l'université, je me suis impliqué dans une association qui s'appelait l'ISEC. Donc, c'était l'Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales. C'est l'acronyme, là, ISEC. Et donc, j'étais très impliqué dans cette association-là. Et j'avais décidé de monter un projet qui s'appelait la Soirée Hommage. Donc, Soirée Hommage 1988, c'était la première.
Et mon objectif, c'était de faire connaître l'association par le biais d'un grandiose projet. Et moi, j'avais dit, au lieu, on rit toujours du monde. C'était les années où on roastait tout le monde. On riait des gens. C'est pas oublier, là, moi, je suis de la génération, je suis à l'université en même temps que Rocket Belles Oreilles, là. Fait que, je peux te dire que, tu sais, on se gênait pas dans ces années-là, là. Ouais. Donc, moi, j'ai dit, pourquoi on rend pas hommage à l'histoire des gens, ce qu'ils ont fait? On leur rend hommage, puis sais-tu quoi? Et au moins, on va le faire avant qu'ils meurent, tu comprends? Fait que, et on avait rendu hommage à cette époque-là à 3 hommes. L'année d'après, on s'était repris, c'était un homme, une femme d'ailleurs. Mais 3 hommes, donc, qui étaient Bernard Lemaire. Chez Cascade. Exactement, président de Cascade à l'époque. Marcel Dutil, qui était président de Canam Manac. Et André Chagnon, qui était le président de Vidéotron. Et à l'époque, je travaillais chez Vidéotron. Fait que j'ai dit, m'a commencé par aller chercher le président où je travaille, ça va être le plus facile. Une fois que Chagnon a dit oui, j'ai réussi à aller chercher M. Lemaire. C'est assez simple. Sa fille de com est extraordinaire. Puis bon, ça a bien été. Ça, on a réussi à le booker. Fait que là, je n'avais 2. Je suis parfait. Là, je suis confiant. On va chercher M. Dutil. Et lui, c'est lui qui s'est fait le plus tirer l'oreille. Et à un moment donné, quand je rentre dans son bureau, à la tour, à la place Ville-Marie, je le vois avec la chemise, les manches tournées. Je suis comme ça aujourd'hui. J'ai jamais de veston. J'ai toujours ma chemise avec les manches tournées. Je travaille comme ça. Et lui, alors, je rentre dans son bureau. Tu s'attends à un président en veston, cravate, tout ça. Lui, pas pantoute. En bras de chemise. Puis là, il t'accueille. Il dit, bon, il dit, c'est quoi ton affaire, là? Je dis, non, mais je sais pas, une affaire bric-à-brac, là. Tu sais, on rend hommage, tout ça, etc., etc. Live, il appelle sa femme. Ah, OK, telle date, on serait-tu libre? Ouais. Il dit, ah, OK, c'est beau. Appelle son cousin, Pierre Dutil. OK, Pierre, quelqu'un pour toi, là. Et, bon, il racontera ça à lui. Qui accepte, mais il accepte un peu. Et le soir du cocktail, quand on fait l'hommage, 1200 personnes, Marcel Dutil est dans le... Il dit, ouais, combien de monde dans cette affaire-là? Je 1200. Il est devenu blanc comme un drap. Écoute, on avait pris l'aéroport de Saint-Georges-de-Beauce pour lui rendre hommage. On avait mis tous les camions de Canam Manac tout le long de l'aéroport. Ben voyons Qui donc. sonnaient, qui sonnaient le klaxon, tout le monde en même temps. Oui. Pleurait. Écoute, là, les gens, là, on a tiré des larmes des 3 dirigeants. C'était incroyable, cette soirée-là. Ça a marqué. Et donc, pas besoin de te dire, à cette époque-là, c'était 3 grands entrepreneurs. Ben oui. C'était le régime d'épargne action, c'était des entreprises vedettes, Vidéotron, Canam, puis... Ben oui. Et donc, Qu'est-ce qu'il y a? si tu te demandes d'où vient ma passion ensuite pour l'entrepreneurship, c'est là que ça a commencé. Ça a commencé, là, ou... Parce que si tu Ouais, décides de les appeler... Non, mais j'avais déjà ça dans... Non, mais c'était dans mon tempérament de l'idée, tu sais, de... Si tes parents sont pas entrepreneurs. Sont-ils entrepreneurs? Non, pas du tout. Non. Non, pas du tout. OK, parfait. Non. Donc, la passion de l'entrepreneuriat... Mais... Là, c'est Je 3 pense mastodontes. Non, mais je pense qu'on va dans une question de liberté, une question de dire, moi, j'ai envie de faire ce que je veux, prendre mon destin en main, puis décider, prendre des décisions par rapport à ce que je pense qui est la bonne chose à faire. Puis sais-tu quoi? Je vais me mesurer face à moi-même. Donc, si ça fonctionne, j'ai personne à blâmer. Et si ça fonctionne pas, j'ai personne à blâmer. Je vais regarder dans un miroir, je vais accepter que j'ai fait des erreurs ou pas, point au bout de la ligne. Donc, c'est comme ça que tu te formes. Mais finalement, j'ai commencé en affaires. Après ça, je suis allé dans les médias. Après ça, j'ai racheté Radio Média plus tard. Oui, mais c'est ça. Fait que là, t'es allé en affaires. Fait que c'est quoi la première job après? Non, mais quand je sors d'université, je m'en vais pour un magazine qui s'appelle le magazine PME, qui à cette époque-là vient juste d'être acheté par Transcontinental. Okay. Donc, je m'en vais là pour travailler pour le magazine. Puis, c'est mon premier emploi. J'avais d'autres options à l'époque, là, parce que j'avais été quand même high profile avec mon événement et tout ça. Ben oui, c'est Il y a ça. beaucoup de gens d'affaires. Puis là-bas. Finalement, j'ai décidé de faire ça. J'étais dans les médias. Comme je t'ai dit, mon cœur a toujours balancé. Finalement, j'étais tanné, j'ai essayé ça. Je pars à mon compte. Je me lance une compagnie de production vidéo et de gestion d'événements. Donc, je fais de la production vidéo, j'aime ça. À l'époque, on filmait en Betacam. C'était quelque chose, là. Les grosses Betacam, grosses de même, là. Puis on trouvait ça bien hot
comme C'est drôle parce que ça fait t'es le troisième invité back-à-back que j'ai que leur carrière commence en se lançant dans l'audio-vidéo. Le Bicard, ton oui, neveu par alliance. oui. David, l'artiste, super bon épisode d'ailleurs, à l'écouter, mais justement commence aussi sa carrière en filmant du skateboard. Fred Campbell de Hooké commence aussi sa carrière dans l'audio-vidéo. Fait que toi aussi. OK, fait que il y a une belle compagnie. Oui, c'est ça. Puis OK, tu sais, je connaissais les vêtements, mais je connaissais pas la carrière de audio. En tout cas, fait que je fais juste dire ça, les amis, parce que je ne fais pas juste booker des gens parce que je sais qu'ils sont dans l'audio-vidéo. C'est juste qu'il y a cette trame narrative là, de créer du contenu quand même. Oui. Mais c'était intéressant de créer du contenu. C'était aussi l'époque où je gérais, dans le fond, je gérais ma propre compagnie de création de vidéos. À l'époque, je te dis, là, c'était vraiment écoute, c'était les premiers gros équipements. On repense à ça aujourd'hui, ça n'a aucun sens, là. Mais c'était quand même cette époque-là. Donc, j'ai fait ça pendant 3 ans, jusqu'au jour où je me suis retrouvé chez TVA avec Jean-Luc Mongrain. Oh. Donc, Jean-Luc a été le premier qui m'a réellement donné une vraie chance, c'était plus importante dans les médias. Mais là, tu faisais quoi, là, avec Jean-Luc? J'ai été recherchiste pendant 1 an. Ah oui! Ouais. À TVA. Et ensuite, je suis parti comme producteur à Québec. Donc, toujours pour Jean-Luc. Jean-Luc, il faisait les nouvelles? Jean-Luc, non, il y avait une émission d'opinion. Jean-Luc avait des émissions, oui. Oui. Puis il pétait les plombs, puis là, ses yeux, ils devenaient gros. Mais c'était drôle. Ben oui. C'est le gars le plus drôle. Ah Et ouais? c'est quoi? Ah, tabarouette, écoute. Il est drôle, là. Mais même ses émissions. Je dis, si tu écoutes les émissions qu'il faisait à 5 heures à TVA, là, il n'y a pas une émission où le staff n'était pas à terre. Ben voyons donc. Ben oui. Tu ne pourrais pas imaginer de la télévision comme ça aujourd'hui. Lui, là, écoute, c'est un spectacle qu'il faisait à chaque fois. Là, il partait, puis, tu sais, vraiment, il passait, puis c'était un fixeur parce qu'il réglait les problèmes. Donc, j'ai dit, monsieur Mongrain, un problème, je me suis fait arrêter parce que, tu sais, j'ai chassé une moufette, mettons, puis là, t'as pas le droit, puis j'ai eu un ticket parce que j'ai chassé la moufette. Il disait pas sérieux, là. Oui. Fait que là, il part avec ça. Puis il faisait un spectacle. Là. Écoute, ça n'avait aucun sens, là. Mais explique-nous. Non, mais Jean-Luc Mongrain, après ça, il appelait la ville, puis il gueulait. Non, mais lui, là, il commençait, il était en arrière de son bureau, là. Puis ça prenait 2 secondes, il se levait debout. Puis là, il faisait le clown, des singeries, des affaires. Puis c'est un gars brillant, là. C'est un gars intelligent. Écoute, c'est un gars qui aurait pu être un gourou, là. Je veux dire, il manipulait littéralement les gens, tout le monde l'écoutait. Jean-Luc, c'était un héros à cette époque-là. Ah! Oui. Puis il était drôle. Très drôle. Mais un gars très intelligent. Tu le rencontrerais aujourd'hui. C'est un gars qui est même, je te dirais, en entrevue, certainement pas très drôle, d'après moi. Mais comme animateur, quand il y avait le spot, c'était quelque chose, là. C'était tout un showman. Tout un showman. Donc, t'apprends beaucoup de lui. J'ai appris beaucoup, c'est sûr. Puis en fait, en étant avec Jean-Luc, j'étais aussi du côté des gagnants. Jean-Luc, c'était un des plus gros morceaux que TVA avait chez eux à cette époque-là. Mais c'est comme l'équivalent de Paul Arcand De sa génération, exactement. Ouais. C'est exactement ça. Parfait. Bon, ben écoute, moi, là, j'ai toujours dit, dans l'ordre, il y a eu Jean-Luc Mongrain dans sa génération, tu as eu Paul Arcand après dans sa génération. Ouais. C'est exactement ça. Puis, tu sais, ultimement, c'est qui le prochain? Patrick Lagacé. Non, mais Lagacé, dans sa génération, il était le premier des médias sociaux, le premier à tout faire ça. Il était le premier à changer le style de ce qu'était un journaliste. Donc, définitivement, à ce niveau-là. Mais tu sais, c'est sûr que mais Jean-Luc Mongrain, c'était le Paul Arcand de l'époque. Pour quelqu'un qui n'est pas dans l'industrie des médias, un recherchiste, c'est quoi? Un recherchiste, dans le fond, essentiellement, tu dois faire aller tes contacts pour essayer d'avoir la meilleure personne, le meilleur intervenant possible qui va faire la lumière, mettons, sur un sujet X, Y, Z. Fait que ton animateur dit, écoute, la police vient d'arrêter quelqu'un qui a fait tel crime, telle affaire et tout ça. Y a-tu moyen... Ouais, c'est ça. Non, mais y a-tu moyen, mettons, d'avoir quelqu'un qui peut nous expliquer ce que c'est? Là, après ça, t'as du monde plate, du monde moins plate, du monde qui l'ont vécu. Puis tu sais, t'essayes toujours de faufiler pour trouver la meilleure personne possible.
OK. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est capable de nourrir ses relations. puis Absolument, de, comme, absolument. Tu nourris ton un bon calepin. stalker. Ouais, tu nourris ton calepin d'adresse. OK. Puis là, tu dis qu'il était passé de rechercher sa producteur. Ouais. Un producteur, c'est Ouais, quoi? mais moi, j'étais jeune, puis j'avais faim. Hein. Fait que j'étais ambitieux, puis tu sais, producteur, essentiellement, t'es le patron du show. OK. Donc, tu dis, voici comment je veux que ça se passe, voici ce que je souhaite, voici comment... Puis tu fais de l'arbitrage avec ton animateur pour dire, ça, je veux pas, ça, oui, ça, non. Fait qu'il faut vraiment qu'il y ait une belle relation de confiance C'est sûr, entre c'est sûr, producteur et animateur. C'est sûr. Donc, tu sais, j'ai fait ça jusqu'en... Prêt à raconter des milliers d'histoires, là, mais un jour, quand j'écrirai mon livre... OK, on en veut une. Peut-être. Ah... Une. Je choisis la meilleure. Ah, écoute, j'ai pu t'en compter une, là, mais c'est une histoire incroyable. Là. Ouais, vas-y. OK, donc on est en 97. 97. Donc, c'est Benoît Johnson, l'animateur. Ah. L'animateur. Donc, Benoît anime l'émission et à un moment donné, il y a un livre qui sort par... je me souviens plus de son prénom, Pratt, là, qui est sénateur aujourd'hui, là, qui était journaliste et columniste, je pense, à la presse. Donc, lui, il écrit un livre, ça s'appelle « Le syndrome de Pinocchio ». Donc, essentiellement, dans ce livre-là, ce qu'il dit, c'est que les politiciens mentent, mais sans jamais mentir, tu vois, rempli de mensonges blancs, tu comprends? Grosso modo, là, j'arrondis ça, là, pour recevoir une poursuite par la tête. Là. Donc, le livre sort, et là, nous, le midi, on fait l'émission, et Benoît dit, la question aujourd'hui, ça va être, est-ce que les politiciens sont menteurs? Bon, là, ça date de ça, c'est pas nouveau, ça fait 30 ans. Puis... Donc, il n'est pas besoin de te dire que ça sort, puis tout le monde dit oui, là, tu comprends? Je ne te raconterai pas tout ce qu'il y a en arrière de ça, mais donc, pour une raison X, Y, Z, tout de suite après l'émission, Johnson, qui est Johnson, le premier ministre, il est premier ministre, donc Daniel Johnson, fils, est premier ministre, et il appelle la direction de TVA. Il dit, ce que vous avez fait là n'a pas d'allure. Ça n'a pas de bon sens, etc. Pour avoir une motion, une plainte, une motion à l'Assemblée nationale contre votre émission. Wow! Tabarouette, OK. Je n'ai jamais vu, tu sais. Alors, ils font une motion. Bien, là, motion à l'Assemblée nationale contre ton émission, Oui. là. Moi, je suis producteur, là, tu sais, Oui. c'est plate, pareil, là, tu sais. Fait qu'ils font une... Écoute, la motion unanime, sauf une seule personne, qui est qui? Johnson. Mario Dumont. Ah. Mario Dumont, qui à cette époque-là est le président de l'ADQ. Il est tout seul à l'Assemblée, il est seul élu, je pense. Fait que lui, il dit à l'Assemblée nationale, quand on vit dans une maison de verre, on n'envoie pas de roche. Fait qu'il dit, moi, je m'abstiens de voter là-dessus. Le seul qui ne s'est pas levé pour faire la motion. Donc, grosso modo, c'est une motion qui est unanime. Et là, donc, met la pression sur TVA pour que Benoît Johnson s'excuse en ondes. Là, les excuses, là, tu comprends, là, tu vois le lien, là. Tu sais, politiciens mettent la pression, ils disent, tu vas t'excuser en ondes, tout ça, tu sais, une pression comme on voit là en ce moment, un peu dans notre monde, là, tu sais. Alors, TVA nous rencontre. Et on dit à Benoît le matin, tu vas t'excuser, tout ça. Là, Benoît me dit, écoute, je sais pas quoi faire, etc. Il dit, Sylvain, qu'est-ce que je fais? J'écoute bien, Benoît. Tu décides de t'excuser, je vais comprendre. Puis si tu t'excuses pas, je vais comprendre. Parce que à la fin de la journée, le clown devant le Kodak, c'est toi. Sais-tu quoi? Tu vas vivre avec ce que tu vas faire, puis moi, je vais stand en arrière de toi, whatever. Fait que vas-y, puis fais ce que tu as à faire. Alors, il s'en va devant le Kodak, il est 12:15, il commence son émission, il dit, voici hier, donc il raconte un peu ce qui s'est passé, et il dit, TVA, la direction de TVA a voulu que je m'excuse et je ne le ferai pas. Évidemment, ça a été son dernier show. T'es la Montréal, l'ont mis dehors, oui. Non! Ben oui. Mais voyons! Congédié. Mais après ça, les médias de Québec, qui n'étaient pas plus tranquilles dans le temps, là,
là, écoute, se sont emparés de ça, puis là, écoute, ils ont donné une méchante go à TVA, puis, tu sais, ils ont, tu sais, vraiment le respect de quelqu'un qui disait, écoute, moi, là, c'est pas vrai, je m'excuserai pas d'avoir posé la question avec un livre qui existait déjà. Et Pratt, si je ne m'abuse, sans vouloir m'avancer, je pense qu'il avait été un petit peu puni par la famille Desmarais à l'époque, à la presse. Il l'avait mis un peu sur le côté. Et après ça, il est revenu, puis là, il est devenu éditorialiste, puis je pense que ça n'a plus jamais été le même discours. Mais à cette époque-là, on s'était servi de ce livre-là, puis ça avait fait un tollé incroyable. Maintenant, tu sais, ce qui était écrit dans ce livre-là était, je pense, assez vrai dans l'ensemble, dans la mesure où les politiciens parlent, mais tu te dis jamais complètement tout ce qu'ils ont à dire. C'est compliqué des politiciens aussi quand même de nos jours, là. Donc... ça avait fait toute une histoire. Et donc, quelle était ma valeur après ça? L'intégrité. Oui, Ah, bon. exactement. Par Ça, contre... j'ai-tu eu bon? Oui, exactement. Yes. Par contre, tu étais intègre au prix de perdre ta job. Ouais. Mais prix que j'étais prêt à payer. Et finalement, là, écoute, Mais penses-tu qu'il regrette de ne pas s'être excusé? pas tout. Non? Non. Aucun regret. Ah non. Non, parce que tu sais, ça n'avait aucun sens de nous imposer ça. Et comme média, au contraire, ta job, c'était de te lever debout puis de dire au PM, malheureusement, je standais en arrière de mon monde. Et sais-tu quoi? Je comprends tout ça. Je comprends là, la pression politique. Là, il y a des enjeux que nous, on comprend pas au niveau, mettons, de la présidence, au niveau de la propriété, sont proches du gouvernement, tatitata, l'impact que ça a et tout ça. Mais moi, là, comme patron, j'aurais dit, sais-tu quoi? Je stand en arrière de mon monde, puis adviendra que pourra. J'ai toujours fait ça avec mes vedettes. Quand je gérais des vedettes, j'ai toujours standé en arrière d'eux, whatever. Puis moi, je pense que c'était la job de la direction de TVA à cette époque-là de stander ce qui avait été fait. Donc on est rendu à la fin des années 90. Finalement, TVA daigne me donner un travail, écoute, de nuit. Je retourne, écoute, je m'en vais, je chef de pupitre la nuit à TVA à 2 heures du matin. Mais toi, t'as-tu perdu ta job aussi? Ben, je partais de Québec, je m'en venais à Montréal. Okay. Normalement, je pense que j'aurais dû avoir une job plus sharp, là, mais c'était moyen sharp. T'sais. Bon, tu travailles de nuit. Bref, tout ça pour dire, je fais mon cheminement à TVA pendant 4 ans. Histoire rapide, là. Je passe toutes sortes d'étapes où je monte en information et là, je deviens directeur général d'information à TVA. Information, sport, etc. On est au début des années 2000. Pierre-Carl achète. Au même moment qu'il achète une histoire personnelle qui me happe de façon importante. Donc, je dois laisser, en fait, littéralement mon emploi. Et c'est l'emploi que je rêvais, tu comprends? C'est vraiment l'emploi que je rêvais. Mais encore là, je suis resté en ligne avec mes valeurs profondes, là. Puis j'ai dit, regarde, je dois laisser. C'est vraiment pour des raisons personnelles. T'sais, on entend ça souvent, mais dans ce cas-là, c'était vrai. Et dans le fond, je suis parti 6-8 mois. Et quand je suis revenu, évidemment, ma place avait été prise. Je leur avais même suggéré qui devait mettre à ma place. Et à cette époque-là, Rénal Brière, qui était président, m'a dit, Sylvain, j'ai une job quand même pour toi. Tu peux revenir puis prendre les affaires publiques. Direction générale des affaires publiques, les émissions d'affaires publiques. Simon Durivage, Jocelyne Cazin, Julie Snyder qui commençait là-dedans, Paul Arcan. Une couple de gros noms quand même à gérer. Parfait, c'est beau. Je trouve que c'est une job de vieux. Pas pour moi, c'est plus pour les plus vieux qui vont faire ça. Je suis encore dans la trentaine. Là, tu sais. Je suis jeune et hustler un peu. Mais c'est correct, je vais faire ça en attendant, mais il faut que tu me trouves d'autres choses. Là, tu sais. Ça a duré... Je dis que ça a duré pas 1 an. Et dans le fond, Paul Arcan avait une émission à la télé. Ça s'appelait Arcan, pas trop original, là. Non, mais une méchante émission, c'était bon, tabarouette, là. C'était tout un show. Paul était au sommet de son art. Écoute, c'était incroyable, là, tu sais. Puis, il rencontrait les gens les plus importants de l'industrie, puis de... Je me souviens même pas de ça. Écoute, ça drivait quelque chose de rare, là, tu sais. ouais. Oh, ouais. Et
évidemment, on était comme ça. Moi, je pense qu'on s'entendait bien, on se respectait mutuellement. Et là, un jour, il m'a dit, ça ne te tenterait pas de faire de la radio? Je dis, OK, mais en tout cas, OK, je pense qu'il cherche quelqu'un, Radio Média, etc., etc. Bref, je rencontre la direction d'Astral qui possédait le réseau Radio Média à l'époque. Ils me rencontrent, ils me disent, écoute, on aura un plan. Le gars qui est président actuellement s'en va, dans 6 mois, il retourne, s'en va à Trois-Rivières. On te rentre comme vice-président, après ça, tu deviens président de la shop. Ah, c'est un bon plan, ça. OK, j'aime ça. Je pars de TVA, 2001, je m'en vais en radio. C'est comme ça que mon cheminement en radio a commencé. Puis là, Radio Média, c'est quoi? Radio Média, c'est cassé OK. à l'époque. 730. 730, exactement. C'est du AM. C'est du AM. 730. Puis il y a des radios AM partout, mais c'est encore très fort à l'époque. Donc, OK, attends un peu. Là, tu peux-tu... Mettons, pourquoi AM, FM, c'est genre... parce qu'à l'époque, à l'époque, il y avait beaucoup de radios AM encore. Tu sais, Ça existe encore? Ici au Québec, il y en a à peu près. Ça existe encore, mais il y en a à peu près plus. Ici, ça ne fonctionne pas. Dans le Canada anglais et aux États-Unis, il y a encore beaucoup de AM. OK. Beaucoup de stations AM. Mais tu sais, plus de Mais population. c'est pas les mêmes règles de AM, FM? Non, c'est les mêmes règles. C'est très différent comme signal parce que le signal FM est un signal qui s'en va droit comme ça. Quand ça part, mettons, de ta tour de transmission, là, ça passe un signal qui est droit. Donc, quand ça rentre dans une tour, ça s'enfarge là, tu sais. OK. Le signal AM, il rebondit. Donc, c'est un bien meilleur signal. Et à Le l'époque... signal AM est bien meilleur. Oui, oui, oui. La force du signal est incroyable, là. La qualité du son, non. Mais la force du signal, c'est beaucoup plus fort. Et d'ailleurs, à l'époque, 730 avait été la première radio. Pourquoi? Parce que c'était la fréquence la plus incroyable. Et on dit, là, c'est à vérifier, mais on dit qu'à l'époque, le signal se rendait jusqu'au Mexique. Parce que le signal rebondissait comme ça, mais il y avait rien. Il n'y avait pas de building. Il y avait pas... Fait que dans les années, il y a 100 quelques années, quand ils ont commencé, le 730, c'était la fréquence la plus puissante que tu pouvais pas avoir. OK. Puis ça marche. C'est la même chose pour le AM. Si, mettons, comme c'est cassé, ça veut dire que ça avait une antenne qui se rendait jusqu'au Mexique. Hey, non, ben, tu avais une tour puis ça diffusait. Mais c'est le signal, c'est l'onde du AM, c'est une onde qui rebondit. Donc, c'est pas une onde qui s'en va comme ça, droite. Donc, essentiellement, c'est pour ça, en bondissant comme ça pouvait aller très loin. Mais droite, dès qu'il y avait une chose qui t'arrête, ça ralentit le signal. Donc, c'était des signaux qui étaient très puissants. Donc, tout ça, l'histoire du AM, donc, quand j'ai commencé à se casser, la première journée quand je commence, la première journée, ou à peu près, c'est les primaires en Europe, en France. Okay? Donc, c'est les élections, c'est les primaires, c'est le premier tour. Ça fonctionne comme ça avec des tours là, en France. Donc, c'est le premier tour. Et contre toute attente, Jean-Marie Le Pen remporte et se classe pour continuer dans dans l'aventure. Et évidemment, il n'a pas gagné par la suite, mais donc, il gagne au premier tour. Et donc, le recherchiste qui est là dit à Paul, écoute, veux-tu Jean-Marie Le Pen? Je suis capable d'aller le chercher. Fait que moi, je suis là, je te dis, là, je suis là, j'en reviens pas. Et ramasse Jean-Marie Le Pen live le matin avec Paul Arcand. Il vient de gagner. Bonjour, Monsieur Le Pen, comment vous vous sentez? Gagner primaire, tata. J'en parle, j'ai encore des frissons. J'ai des frissons, là, je te parle de ça, mais j'ai la chair de poule. Là, j'ai dit, wow. OK, là, on n'est pas en télé, là. C'est pas OK, je sorte les Kodak, les patentes, les bébés. Bonjour, Amy. Petit potou, envoie le camion, puis là, une affaire. Puis non, je prends le téléphone, je l'appelle, je le mets live en ondes, puis c'est parti. C'est ça qui t'a fait tomber en amour avec ce médium-là. Tomber en amour avec la radio. 1 an et demi après, je l'ai acheté. Ah! En septembre 2003. Oui, parce que j'ai toujours été pris entre mon côté entrepreneurship et mon côté média. Tout le temps. Ça a toujours été une dichotomie en moi. Puis ce qui était le plus fort, c'est que je voulais être entrepreneur. Okay. Mais il faut être patient et humble. J'avais appris ça. Donc,
ton temps va venir. Le moment va venir, le bon moment. Donc, j'ai acheté Radio Média Fait que le Radio-Média, ça appartient à qui à ce moment-là? à Astral et Télémédia. Donc, deux compagnies ne sont plus vraiment là Ouais, maintenant. non, c'est ça. Mais Télémédia, c'était la compagnie de monsieur de Gaspé-Beaubien. Ah. Astral Media, c'était la compagnie qui a été vendue à Bell en 2012. Ouais. Donc, qui faisait de l'affichage, de la télé, Ouais. tout ça. C'est une grosse compagnie québécoise. Donc, c'était les deux qui étaient copropriétaires. Et il y avait eu, je ne veux pas rentrer tout de détails, mais il y avait eu une obligation par le Bureau de la concurrence de vendre un de leurs réseaux. Parce qu'il y avait ils étaient propriétaires de 3 réseaux. Donc, les autres, ils ont dit, parfois, on va se débarrasser du réseau AM. Celui qui vaut le moins cher, puis on s'en débarrasse. Fait que c'est ça. Fait qu'il y avait quoi comme propriété? Il y avait CKC. CKC, après ça, tu avais l'équivalent de CKC à Gatineau, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, à Québec, puis au Saguenay. Tu avais 6 propriétés, plus tu avais une propriété FM aussi, puis quelques antennes perdues là, à gauche, à droite, là, OK. stations anglophones en Estrie. OK. Ouais. Fait que là, le bureau de la concurrence. Fait que le Bureau de la concurrence force cette vente-là. Et donc, moi, je me positionne pour l'acheter, mais T'en entends parler comment de cette. Ah, mais je suis au courant, parce que je suis dans le milieu. Là, tu sais, je suis au Ouais. courant que le Bureau de la concurrence... doit Ben, là-dessus, décision. puis là, finalement, pas une sortie, puis moi, je viens de me compromettre. Là, tu sais, je commence à travailler là, puis tu sais, bon, ça force une vente et tout ça. Fait que moi, je me positionne pour l'acheter. Finalement, premier acheteur, TVA. TVA achète. Je viens de partir de TVA, là. Que là, les gens pensent que je suis un sous-marin de TVA. Puis là, tu sais, les complotistes, là, écoutent les histoires. Là. C'est quoi un sous-marin? Non, mais tout le monde est sûr que j'ai été envoyé par TVA à Radio Média en exploration avant qu'eux achètent et tout ça. T'sais. Alors, je disais à tout le monde, là, ceux qui pensent que c'était tout framé, là, je peux te dire une chose, j'ai tout laissé à TVA pour m'en aller à Radio Média. Et Révélation choc à un et café. je suis pas choc, mais moi, je peux te dire qu'à l'époque, c'était quand même quelque chose. Ouais. Et finalement, TVA veut se porter acquéreur. Le syndicat des employés à l'époque s'oppose à ça. Beaucoup de monde qui s'oppose à ça. Et le CRTC refuse la vente à TVA. Mais c'est ça, parce que le CRTC qui encadre. Oui, CRTC, donc Conseil de radio-télévision du Canada. Ouais. Donc. Des télécommunications. Oui. Ouais. Donc, ça, cette instance-là, elle est créée parce qu'à l'époque, c'est comme des milieux qui sont trop lucratifs, fait que pour éviter qu'il y ait un monopole, genre. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, oui, exactement. Puis là, Pierre Carl venait d'acheter, dans le fond, TVA. Je pense que TQS n'était même pas encore vendu. Ou je pense qu'il venait peut-être de le vendre. Je sais pas si la transaction était faite. Mais en tout cas, il y avait trop... Pour le CRTC, là, c'était too much. Okay. Puis c'est un fleuron, là, c'est cassé à l'époque. Donc, parfait, finalement, la vente se fait pas. Donc, deuxième prise 2, il faut trouver un deuxième acheteur. Là, cette fois-ci, je suis beaucoup plus agressif. Je vais voir les présidents des entreprises respectives, tout ça. Je leur dis, écoutez, moi, je veux acheter. Je vais trouver le cash, tout ça, je vais monter le financement. Je veux vraiment acheter. Je trouve un partenaire. Et en début septembre 2003, j'achète CKC. Je te rappelle, à l'époque, c'est un fleuron québécois. C'est un fleuron CKC, là. Donc, je fais le front page de la presse. En fait, j'ai 3 pages dans la presse. 1, 2, 3. Le front, le 2 puis le 3. Pleine page. Tu sais, qui est Sylvain Chamberlain, tata, des photos, des patentes, des bebelles. Tu sais, des affaires pour que ta mère soit fière, là, tu comprends? Là, je suis partout, je donne des entrevues partout. Ça n'a aucun sens. Je fais le front des magazines économiques, puis... Et là, tellement d'apprentissage. Tellement d'apprentissage. D'abord, avec le recul, j'aurais dû être beaucoup plus stratégique dans comment on achète, avec qui, comment, pourquoi. Comment j'implique Paul Arcand, qui est la clé dans tout ça. La clé, c'est mon animateur clé. J'aurais dû y en parler avec le recul. Parce que ça l'a dit aujourd'hui, ça fait 25 ans. J'aurais dû y en parler. J'aurais dû prendre du temps avec Paul et lui dire, regarde Paul, on va acheter tout ça. Veux-tu être partner avec nous autres? Et dans ce temps-là, je suis dans la trentaine. Là, pas penser à tout ça. Là, je pense un peu, mais ça me tentait pas. Moi, dire plus ça.
après ça... Parce que, mettons, lui, à un moment donné... Non, mais lui, c'est la clé. Je veux dire, Oui. c'est lui qui t'amène les codes d'écoute, l'argent, Ouais. tout, là. Je dis, les gars, c'est l'animateur numéro 1. Fait que la minute qui part... Lui, là, après ça... Si tu l'as pas Attends, aligné avec toi, la minute qui il était part... pas attaché, puis Ouais, 2 c'est mois ça. après, il nous a annoncé qu'il partait. Oh, 2 mois! Oui, même pas, 1 mois et demi après. Oui. Fait que là, mais attends, avant, donc, les fronts de magazine, les patentes, les journaux, les bebelles, là, tu te nourris de ça, tu Ben comprends? oui. Je veux te rappeler, je suis en trentaine, je suis encore un jeune homme, je suis encore... Un jeune coq. Un jeune coq, fringant, qui est un peu baveux, un peu... Et là, tu te rends compte que c'est quoi? Tu vis avec ça. C'est la même affaire pour les gens qui vivent de la caméra, qui sont influenceurs et tout ça. Tu veux profiter de ça, mais quand ça va mal, tu vas aussi être sur la sellette. Ouais. Quand t'es under the radar, tes succès sont plus ou moins reconnus par personne, Ouais. mais quand ça va mal, tu te fais pas écœurer non plus. Tu te fais pas mal moins écœurer. Ouais. Donc, à cette époque-là, honnêtement, je n'ai écœuré du monde, là. Puis, tu sais, de la jalousie des affaires et tout ça. Et j'ai compris quelle erreur de passer tout mon temps à focusser là-dessus, à donner des entrevues, à tatati tatata. Pendant ce temps-là, tu t'occupes pas de ta business. Tu t'occupes pas du développement de ta business. Tu te focuses pas sur ce qui est important. Tu n'es pas en train de focuser sur ta progression. Tu focuses sur ta carrière, sur ta vie, sur ton image. C'est une erreur. Surtout que dans ton modèle d'affaires de CKAC, tu sais, c'est pas comme si c'était dans le B2C tant que ça, là, tu sais. Non, c'est juste du Il y a B2B, parce beaucoup que- d'entrepreneurs aujourd'hui. Moi, je crois beaucoup au content creator economy. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui... Tu sais, je crois que c'est une des stratégies marketing les Absolument. plus... Ah non, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Mais oui, quand ça contribue directement. Oui, c'est mais là, ça contribuait pas en rien en tant que tel, tu comprends? Exactement. C'est plus l'ego qui est nourri. Exactement, puis- ouais. exactement. Donc, Fait que ça, c'est premier, deuxième. Puis, y en avait-tu un troisième apprentissage de ça? Parce que là, si on comprend, c'est que, mettons, j'imagine que je suis capable de faire les... C'est que t'achètes, ton animateur vedette deux mois après, ça en va. quitte, Eh bien, il annonce qu'il faut quitter. puis tu dois perdre comme beaucoup Ben, de revenus. Ah, que ça, des millions, là. Des Ouais, millions, ouais. des millions d'une claque, là. Boum. Ouais. Lui, quand il part, mais il n'est pas parti. Il Ah, il est doit pas donner 1 an. Mais là, tu comprends, là, ça brasse. Écoute, je te fais grâce, là. Écoute, ça a brassé, ben, ça brassait. Puis là, écoute, là, on a tout fait pour aller chercher. Dire, OK, qui va le remplacer? Ah, Claude Charon, ça, c'est bon, Claude Charon, OK. Ah, on va chercher Claude Charon le matin. Ouais, c'est un gars de morning. Ah, pas sûr, c'est pas grave, let's go. Ah, monsieur Charon, venez, on va vous donner tant d'argent par année. Puis, attends, en plus, on va vous donner une clé. T'es là la clé de votre prochain appartement. Vous voulez aller à Paris. Dans 3 ans, vous irez à Paris. T'es là votre clé. Vous là le cash. C'est ça, c'est parce que les radios, à l'époque, ça génère des revenus pas de bon sens. Ben, je pense qu'aujourd'hui aussi, là, c'est ce que tu prouves dans ton modèle d'affaires. Ouais. Mais il y a quand Ah, même... non, à l'époque, on est dans c'est- in the golden Non, era. là. Ben oui, c'est de l'argent, mais puis les animateurs font du cash. Puis écoute, là, c'est Oui, c'est ça. du gros cash. Là. Ah oui, puis t'as Donc, des marges de fou. Puis, des marges de fou. Donc, tout ça pour dire que dans le temps de le dire, mon partenaire financier, il se retire. c'est qui? Puis, mettons, c'était un stratégique? Ou c'était juste Non, quelqu'un qui avait du partenaire cash? financier, juste du cash. OK. Il se retire à cause qu'il n'y a pas les parties. Pas les parties. Puis là, il veut pas vendre. Je dis oui, mais on va se débrouiller, tout ça. Ah non, je suis insécure, puis il veut pas, puis il embarque. Mais comment il peut être parti? Il décide qu'il. Il veut vendre ses actions? Non, mais alors, on a fait la Monsieur, je suis transaction, gossante, hein? mais on n'est pas. Non, c'est une bonne question. Mais non, c'est une bonne question parce que le closing n'est pas fait encore. On a acheté, on a annoncé la transaction, mais là, après ça, dans le processus, tu as l'accord Oui. du CRTC Oui. qui est une condition au closing. Fait que lui, il peut se retirer. Non, normalement, non. Normalement, non. Mais là, c'est sûr que si tu dis, mettons, moi, je vais aller au CRTC, me faire déraper ça. Moi, j'en veux plus, je vais le dire que... Ah ouais. Fait que là, le CRTC, c'est sûr que... Là, tu comprends que toutes les entreprises dans les médias, comme Astral, qui est une compagnie qui... Écoute, là, compagnie noble, une compagnie... Là, eux autres, ils veulent pas de freak show au CRTC en audience, là, tu comprends? Ouais. Fait que là, finalement, ils finissent par avoir il y a une négo qui se fait
sans rentrer dans du détail, je pense que ça a coûté une couple de piastres. Puis après ça, c'est bon, ben, le deal est mort, tu comprends? 3 mois plus tard, 2-3 mois plus tard, le deal est mort. Donc, moi, je me retrouve président d'une shop que je voulais acheter. Mon animateur vedette s'en va, Mais le deal, c'est jamais fait. mais il n'y a pas de deal. Ben, le deal, il est signé, mais il se finira jamais. Puis t'as déjà fait la couverture de la presse. Là. Oui, non, attends. Alors là, je vais voir le président d'Astral, j'écoute. Non, c'est ça, je dis, écoute, peux-tu me repositionner pour essayer d'acheter ça? Je dis, go, vas-y tout de suite. Je te fais grave, je monte un autre montage financier, tout ça. Je m'en vais le voir, je m'en vais à son bureau 2 semaines après. Il me dit, Sylvain, parfois dans ces affaires-là, ça se règle à haut niveau. Puis il y a un deal. C'est fait, c'est avec Cassidy. KCD. Cassidy, c'est le propriétaire de Chorus. Oui, Chorus. Chorus vont faire un deal avec... puis ils vont trader des stations, puis tout est fait. OK? C'est le président, c'est le frère à Paul. C'est Pierre Arcan. Oui, OK. Ouah! Fait que là, ouais. J'ai dit, OK, mais Pierre Arcan, un, c'est sûr qu'il va mettre dehors, là, ça va de soi. Mais 2, en plus, là, il va le transférer sur les FM. Ils ont 98.5 qui s'appelle Cool FM. C'est sûr qu'ils vont l'amener à Cool FM, puis ils vont faire, là, et c'est ça qui est arrivé. Ils ont emmené Paul. Fait que là, moi, je dis... Ben voyons donc! Oui. Fait que là, moi, je dis à... Là, j'écoute, sors-moi de là. Sors-moi de là, parce que, tu sais, je veux dire, je ne vais pas rester 1 an pendant la transaction pour attendre, finalement, le jour 1, avoir mon package, puis... Mais là, attends un peu, là, mais tu sais, on s'entend qu'il y a beaucoup d'infos. Non, ouais, c'est sûr. Fait qu'on passe 3-4 podcasts, là. Non, mais c'est sûr qu'il se passe quand même, c'est ça, entre Paul et Pierre, les 2 frères, Ah oui, non, mais moi, c'est fini, là. Je veux dire, moi, là, Paul s'en va. C'est sûr que là, le plan, c'est de s'en aller avec son frère, c'est sûr. Puis son frère l'amène sur le FM. Et là, ils vont faire un hit avec le FM incroyable. Puis, dans le fond, ils amènent CKC sur le FM. Et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Tu comprends? Ils ont amené CKC sur le FM. Ce qui t'explique, pour des gens qui ne comprennent T'as peut-être raison, moins le ouais. langage transactionnel, c'est que il y a du monde qui veut l'acheter. Toi, tu fais partie de ça. T'as pas sécurisé la personne qui doit ramener 80% des revenus, mais son frère Pierre, lui, est capable de le sécuriser puis il dit « Hey, frérot, on achète tout ça ensemble puis on fait ça avec. » Non, mais attends, puis en plus, on va évoluer parce que tu vas sortir du AM. Exactement. Tu t'en vas sur le FM. Non, mais c'est super intelligent de eux d'avoir fait ça. Exactement. Puis c'est pour ça que c'est pour ça que toi tu dis je un tweet de pas avoir aligné Paul. Puis s'il partait lui, ben il y avait tout le Il aurait pas probablement dit non quand même, tu comprends? Mais ma job, c'était d'au moins d'essayer. Oui, c'est ça, t'aurais essayé. Ma job, c'était d'essayer, puis je l'ai pas fait. Tu vois, c'est pour ça que moi je me suis associée avec Lisandre. Alors, oui, mais donc c'est quoi la leçon? Ben, parle avec ton monde. Est-ce que c'est une bonne... Ouais, mais est-ce que c'est une bonne affaire que ça n'a pas marché finalement? Ou, tu sais, finalement, l'apprentissage là-dedans, Judith, c'est que le deal n'a pas fonctionné. Ouais. Une chance. Mais pourquoi une chance? Une chance. Parce que si ce deal-là fonctionne oui, après et ça, que toi, Paul s'en va sur le FM... Tu te fais démolir. Ton argent, tu non, le mais fais... c'est pas une tweet, là. Ton argent... Non. Ton argent... Non, mais tu me connais pas. Ouais, j'ai quand même lu sur toi. Non, un fan. Donc, non, quand même pas mal même. Donc, ton argent, tu le fais le jour 1. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que si tu payes comme un immobilier, donc, tu payes bien trop cher au début. Puis, mettons, ça se basait, c'était pricé à l'époque, c'était encore... multiple d'EBITDA. Ouais, c'était des multiples d'EBITDA. Et tout ça commençait à baisser. 8, non, à l'époque, on était plus dans 7, 8, 9. Là. Okay. Il y avait une radio FM, dans le fond, qui faisait du cash. Fait que, nous autres, la première offre, je pense que c'était autour de 15 millions. Après ça, 12. Quand on avait négocié, je pense... Écoute, je pense qu'on aurait dit, on ne te donne rien, puis ils nous l'auraient donné quand même, après le départ de Paul. Je pense. Ouais. C'est ça que j'avais dit à mon partner. Quand on négocie, ils vont nous le donner. Ils veulent juste s'en débarrasser, il faut que ça finisse. Puis eux autres, ça ne changera rien. Donc, puis c'est ça qui est arrivé, ça ne valait pas grand-chose. Donc, ce deal-là n'a pas marché. Et là, je te fais grâce de ma vie. Mais c'est ça, parce que toi aussi, c'était ta première transaction, dans le sens qu'on apprend beaucoup à travers notre première transaction. Une grosse transaction. Tu sais, t'es chez Stikeman Elliott, là, puis tu joues dans une grosse ligue, tu sais, puis dans le fond... Fait que t'es resté avec le bill d'avocat à faire, puis pas de business. Ouais.
On a fait la même. Ouais, c'est pas mal ça. Fait que Au moins, tu avais fait M&A 101. oui, mais c'était des années où j'ai ramé dans la roche. Personnellement, professionnellement. Puis là, moi, je suis toujours sûr de ma valeur, là. Puis là, je veux juste te rappeler que quelques mois auparavant, je suis dans le front de commerce. Tellement que on est au mois de décembre. Le deal n'est pas encore canné, là. Pour bien préciser pour les gens, on est rendu en décembre 2003. OK? Je fais le front du magazine Commerce et l'autre personne qui devait faire le front était Pierre Arcan, le frère de Paul. Et finalement, le magazine de Commerce, on dit « Oh, plus de sex appeal avec le kid, c'est bon, tu sais. Pose un habit avec la boucle. » Hein? Fait que, à dire une chose, 2-3 mois plus tard, là, t'es chez vous, tu te dis, qu'est-ce qui vient de se passer, tu comprends? Qu'est-ce qui vient de se passer? Tu dois être amère en tabarouette. Écoute, non mais attends. D'abord, je suis président de Radio-Média. On va commencer là. Ouais. Moi, je suis le président, pas le vice-président, pas le directeur général, non. Moi, je suis président de Radio-Média, puis sais-tu quoi? C'est moi qui mène la shop. Ouais. Là, toute affaire où je mène pas, en partant, c'est pas bien bon. Tu sais, je veux dire, moi, faut que je mène. Je comprends, tu veux me nommer vice-président, je trouve ça le fun, mais OK, puis c'est qui le président? Il va-tu être meilleur que moi, le président? Ça se peut pas. Moi, je vais être président, puis lui, il va devenir mon vice-président, tu comprends? Là, moi, manque d'humilité un peu. Début de la fin de la trentaine, début quarantaine. Jeune coq. Jeune coq. Je te dis, là, c'est des années tellement tough. Sur le plan personnel, sur le plan professionnel, là, tout dérape, tu comprends? En même temps. Puis, tu sais, mettons, dans les affaires qui font faire des problèmes de maladie mentale, là, parce que moi, je n'ai eu 12 en même temps, puis, tu sais, je pense que je suis resté pas pire sain d'esprit malgré tout. Ouais, c'est ça, les stress. Fait que... Mais écoute, un après l'autre, là. Tu sais, ça arrêtait pas. Deuil, séparation, you name it. déménagement. C'est ça. You name it. Ils sont toutes là, plus la job, évidemment. Ouais. Donc là, je reviens un peu, je coupe de mois sans travailler. Et là, je reviens un peu, et là, Radio-Can me dit, Radio-Canada, personne, ça, nous ferais-tu comme consultant des projets pour... Oh. Mais c'est ça, c'est parce qu'en plus, c'est ça, t'as fait la front page, non, ça se passe pas bien. Ta perception dans l'industrie doit être un peu endommagée à ce moment-là? C'est un euphémisme, parce que, évidemment, je donc de faire le front, etc., mais évidemment, quand ça finit à Radio-Média, le front aussi, tu comprends? Tu sais, honnêtement, n'importe qui quitte son emploi, il fait pas le front. Là, moi, je suis front du Journal Montréal, le front de la presse. Sylvain Chamberlain, quitte Radio-Média. Puis là, y a-tu une photo avec toi qui prenne ta boîte? Non, là, mais une photo. Tu sais, une photo. Puis, évidemment, c'est pas une photo où je suis comme ça, une photo où j'ai l'air un peu... comme ça. C'est pas bon, là, tu sais. Ouais. Fait que là, c'est sûr que je m'en vais là comme consultant à Radio-Canada. Je fais des petits rapports. Mais j'aime ça. Je continue de mettre ma vision quand même. À cette époque-là, je suis dans la vision de un jour, la télé, ça va être du one-to-one. Puis qu'il va y avoir... j'avais dit, mettons... du one-to-one. Je racontais, regarde, là, tu as RDS. Mais un jour, il va y avoir un réseau juste pour le golf. Puis après ça, il va y avoir un réseau juste pour le hockey. Puis après ça, un jour, il va y avoir un réseau juste pour le club. Puis un jour, il va y avoir un réseau juste pour le joueur. C'est là qu'on va aller un jour. Pas mal là aujourd'hui, là. Ça ressemble un peu à ça. Mais quand je te compte ça, dans le temps, ça manque un peu de résonance. Le monde écoute ça, il dit, le gars, il doit être un peu... il doit pas bien aller, tu sais. Tu as oublié de prendre ses médicaments le matin, tu sais. Quand tu présentes des affaires de même, là, ils sont pas sûrs, tu sais. Donc, je fais mes rapports. Ben oui, parce que même t'as dit ça, puis j'étais genre, là, tu pousses un peu, là, comment tu vas faire 24 heures sur 24 du contenu sur un Christy de joueur. Puis après ça, je me suis dit, les médias sociaux, c'est un peu ça. Là. Exactement. Mais c'est pas 24 heures de 24 Non, mais il y en a qui sont quasiment déjà 24 heures sur 24 quand même, tu sais, je veux dire. Donc, je m'en vais là, Radio-Canada, tout ça. Et finalement, il me propose un emploi
de premier directeur de l'information. C'est la première fois qu'il y a un premier directeur. Donc, premier directeur de l'information à Radio-Canada. Remplace quelqu'un qui s'appelle M. Saint-Laurent à l'époque, qui est une légende là-bas, tout ça. Et là, ils font un poste de premier directeur. Moi, j'écoute, je viens du privé. J'ai du privé. J'étais un gars de privé. C'est à Radio-Canada, tu sais. Quelque chose qui m'excite parce qu'il y a beaucoup d'argent. Mais quelque chose qui m'excite moins, c'est pas nécessairement ma culture, tu sais. Pourquoi? Trop fonctionnaire? Non, mais tu sais, moi, je suis habitué à gérer, mettons, serré, j'ai un cachet, tout ça, tu sais. Donc, mais tu sais, en même temps, l'idée d'avoir beaucoup d'argent, ça m'excite, là. Tu sais, je trouve ça le fun et tout ça. Mais je suis pas sûr, tu sais, je suis pas sûr que je vais fitter tout ça. Bref, j'ai un deal avec le boss. Puis j'ai OK, c'est parfait, garde, nomme-moi, mais je vais faire une affaire. Je veux pas être un employé. Je veux rester pigiste. Moi, être un cadre pigiste. Tu vas me nommer premier directeur d'information, mais je vais continuer de payer pigiste. Pourquoi? Parce que je veux pas de permanence. Je veux pas une permanence à Radio-Canada. Tout ça, je veux pas ça. Tu comprends? Je veux rester... Ou un électron libre. Oui, puis je veux rester sur le qui-vive et tout ça. Bon. Sur le qui-vive. Non, mais je veux rester, tu sais, comme... Là, écoute, ben, alors, je rentre là à Radio-Canada. Judith, c'était 6 mois de grâce. Écoute, incroyable. Ah oui? Ah! Écoute, incroyable, incroyable. On dirait que j'entends des petits oiseaux chanter. D'abord... Non, c'est très vrai. C'est très, très vrai. Écoute, je rentre là et c'est le début de la commission Gomery. Ça dit rien pour beaucoup de monde. La commission Gomery, c'était sur des présumées fraudes par le Parti libéral du Canada. Et là, Paul Martin, qui est le premier ministre à l'époque du Canada, décide de faire une commission publique qui s'appelle la commission Gomery, parce que c'est le juge Gomery qui va faire la commission. Alors, écoute, je te dis, là, moi, j'arrive avec tout ce que j'ai là, de bagages, et là, on commence à faire de la TV. Écoute, j'avais de l'argent comme je n'avais jamais eu. J'avais des journalistes de même. Toi, tu vas faire ça. Toi, sors-moi ça. Bernard Drainville, toi, tu t'en vas. Tu vas animer un show du soir à RDI. Tu vas résumer ça. L'Ouest en direct. On va tout sur Gomery. Let's go. Puis on y va, puis on en beurre plus épais que le monde en veut. Sais-tu quoi ça va devenir? Ça va devenir le freak show le plus fou. Écoute, ils vont passer ça partout. Tout le monde va se brancher sur RDI, va écouter la commission Gomery. Et c'est ça qui est arrivé. On mettait de la pression sur les cotes à TVA. Je connaissais mes amis à TVA. Là. Mm-hmm. Je savais comment les faire capoter. Écoute, j'avais de l'argent. On faisait des campagnes de pub sur les scoops qu'on sortait de ça. Ça a été, écoute, extraordinaire. On a eu des cotes d'écoute extraordinaires. On avait fait un reportage sur Hydro-Québec qui avait mené d'ailleurs à la démission de l'ancien président d'Hydro-Québec sur les barrages qui n'étaient pas protégés. Je te rappelle là, qu'on était une couple d'années après le 911. Et... le 911? Le 911, New York, les tours à New York. Le 9/11. 9/11, OK, ouais. 911, OK. Ouais, oui. 9/11, ouais. Excuse-moi. Ouais, non, 9/11. Donc, on est quelques années après. Donc, écoute, c'est complètement 6 mois malade. Et vers la fin de mon mandat, le pape meurt. Pape Jean-Paul II, qui était le pape le plus charismatique, je pense, qu'il y a eu dans le monde. Donc, le pape meurt. Je ressuscite des reporters qui n'étaient même plus dans le playbook de Radio-Canada. Vraiment, là, je te le dis, ça a été 6 mois incroyables. J'adore que le pape est mort. On ressuscite des reporters. Écoute, on brassait tellement que là, j'ai dit, sais-tu quoi? Il faut absolument qu'on fasse le show de nouvelles à 5 heures au lieu de 6 heures. Il faut qu'on fasse de la contre-programmation contre Pierre Bruno. Fait que sais-tu quoi? Véro est à 6 heures. C'est un gros train à Radio-Canada. Sais-tu quoi? Il faut qu'elle soit à 6 heures, on la supporte, puis nous autres, on fait une nouvelle à 5 heures. On fait un late night show avec Stéphane Bureau à 10h30, au Diable Point. Let's go! On innove, on fait des affaires. Ah, écoute, je les ai tellement fait capoter, là.
Alors, On dirait que j'ai le tournis. alors oui, eux autres avec. Puis peut-être le monde qui nous écoute. Donc, Attends un peu. Fait que là, Véro, on parle de Véro Queen, la reine-mère. ouais, ben oui. Là, tu la mets à 6 heures. Non, mais moi, je ne rien. Non, mais non, mais moi, je trouve Mais elle, ça, l'information. c'était la tête de l'emploi qui était à 5 heures avant, c'est ça? Je me souviens plus c'était quoi, je me souviens oui, plus. hey, j'ai mais elle, c'est ça, moi. on la mettait à 6 heures parce que c'était Mario Clément qui était le patron de la programmation à l'époque à Radio-Can. Puis moi, j'étais comme ça avec Mario Clément. J'adorais Mario. C'était un gars qui bousculait les choses et qui vraiment voyait la TV d'une façon différente. C'est lui qui avait amené Tout le monde en parle à l'époque. Donc, c'est un rebelle. On s'entendait bien. On était tous les deux, là, on avait la même vision de comment il fallait brasser les choses et tout ça. Bref, tout ça pour te dire, je pars en vacances pendant 3 semaines. Je m'en vais en La Pura Vida. De Costa Rica? Au Costa Rica, merci. Et là, 3 semaines, je reviens. Et là, mon boss me dit, Sylvain, t'aurais-tu... je vais être au bureau demain. Tu reviens demain? Oui, oui. Ah, OK, tu viendras me voir. Ben, pas de problème, tu sais. Fait que je reviens de mes vacances, tout ça, je fais mes affaires. Et là, je m'en vais dans le bureau de mon boss. Je vois la fille des HR qui est là. Je suis bien, OK. Fait que je rentre. Ah, écoute, Sylvain, pendant ton départ, là, les gens ont manifesté. Fait que, bon, pas facile. Peut-être ci, peut-être ça. Bref, on te fout à porte, t'sais. OK. J'allais-vous respecter les ententes qu'on a dans le contrat? Absolument. OK. Je veux que je reste aujourd'hui puis que je prépare tous les dossiers. La fille des HR dit, tu ferais ça? Ben oui, c'est sûr. Quels tous les dossiers? Tous les dossiers sur lesquels on travaille. Okay. Je vais te remettre ça, je vais te transférer ça, puis je vais te les expliquer, puis tu vas pouvoir continuer les affaires, tout ça, tu sais. OK, parfait. Puis écoute, on va faire un communiqué, puis on va dire, tu sais, c'est d'un commun accord, puis tout ça. Non. C'est pas que c'est un commun accord. Moi, je vais dire, vous m'avez mis dehors, ça me dérange pas de me faire dire, j'ai été congédié. Faut me congédier. Life is life. Je serais pas comme la plupart du monde font, puis protégé, puis tout ça. Sais-tu quoi? Vous m'avez congédié, je vis avec, puis that's it. Donc, congédié de Radio-Canada. Après ça, Pierre-Carl m'appelle. Il vient me rencontrer. Pour les intimes, Pierre-Carl Pelado. Pierre-Carl Pelado, merci. Fait que là, Pierre-Carl Pelado m'appelle. Tatati, tu viendrais de chez nous, tout ça. Je m'en vais chez eux. Je m'en vais vice-président au développement des affaires chez Québécois. Écoute, sur le comité de direction, c'était vraiment hot. J'ai rencontré du monde vraiment sharp. Ça dure 1 an et quelques. Je m'ennuie. Je suis un opérateur. Je suis pas un penseur de rodin. J'aime ça penser. Fait que maintenant, chez Québécois Média, un VP développement des affaires, ça fait quoi? Non, mais j'étais au bureau chef, tu comprends? Ah, Québécois. Fait que oui, Québécois Inc. Okay. Fait que je suis Québécois Inc. Fait que moi, je veux dire une chose, là. Le président, chef de la direction et développeur des affaires en chef, c'est Pierre-Carl Pelado. C'est pas Sylvain Chamberlain, là. Mais oui. Moi, je développe rien pantoute, là, tu comprends? Oui. Donc, finalement, je m'ennuie, je m'emmerde, je vais le voir, j'écoute, je m'en vais chez nous. Il dit, je suis s'en va sur la compétition. Je dis, non, je te jure, je m'en vais à la maison. Je m'en vais à la maison, je m'emmerde. Fait que, tout ça pour te dire que... C'est parce qu'il emmenait trop large. Non, ben, il Toi, emmenait tu trop peux pas large. exister. Non, mais il emmenait large. Il en a trop mené large, là. Mais, tu sais, non, ce que je veux dire, ça n'a pas rapport. Tu sais, je veux dire, Breaking news. Pierre-Carl Pelado non, mais c'est emmène ça. large. C'est sa business. Puis, tu sais, comme je te dis, je pourrais écrire un livre sur 1 million d'affaires, mais, tu sais, je dis sincèrement, il menait sa business, il menait ses affaires. Puis, tu sais, c'était pas fait pour moi. Moi, je suis un opérateur. Je suis un président de business. Ouais. Moi, je voulais être à la place du monde qui était sur le comité de direction. Les présidents des filiales, là, moi, je voulais être là. Puis, moi, je pense que j'étais meilleur qu'une bonne gang qui était là, tu sais. Moi, je pensais vraiment à ça. Je le pense encore aujourd'hui, 20 ans plus tard. C'est plate, mais c'est ça. Mais c'est pas moi qui étais là. Moi, j'étais dans la chaise du développement des affaires. Fait que, sais-tu quoi? Fait que ça a été des longues années. Tout ça pour dire que la décennie au complet, de 2003 à 2010, là, 7 ans, là, ça a été long et dur. Jusqu'à ce que je travaille sur le projet radio. Une possibilité de revenir en radio. Un mes chums me dit, Sylvain, pourquoi tu ne retournes pas en radio? Tu sais, je la regarde peut-être. Il dit, come on, tu sais, ça se vendra pas trop cher. Tu devrais y aller. Tu devrais, tu sais. Moi, je t'ai raison, tu sais.
Faut que je revienne dans l'action, faut que je revienne dans le... Faut que je revienne, tu sais. Et finalement, the rest is history. Je commence à travailler là-dessus, puis aujourd'hui, ben, c'est Arsenal Media en 2026, 15 ans plus tard. Je t'ai même pas parlé de ces 15 années-là, mais 15 années extraordinaires d'acquisition, d'apprentissage, de développement des affaires, de focus, mais avec tout ce que j'ai vécu en arrière. Pour moi, ça n'a plus d'importance. Je veux surtout pas m'inscrire à des prix. Surtout pas. Je veux surtout pas avoir de reconnaissance de dire « Oh, hey, wow, l'homme d'affaires de l'année sur la rive sud à Longueuil. » Non, mais même pas. C'est mon ami Vincent Couturier qui l'a gagné l'année passée. C'est vrai? OK, Ouais. ben bravo Vincent. Je suis très fière de lui. Moi aussi, Architectural. tant mieux pour lui. Moi, là, je veux pas avoir de reconnaissance. Je veux pas être perdu. Je veux juste me concentrer sur ma business. Je comprends. J'aime tellement ce que je fais, là. Je comprends. Je suis tellement Mais concentré. je relate beaucoup à tu sais, comme pour une fille qui a gagné tous les 36 millions de prix de toutes Ah, ça, je savais pas, là. Ah oui, je les ai Ok. toutes gagnées. Là. Ah ouais, Entrepreneur bon. de l'année, Ok, genre bon. toutes, là, partout. Ouais. Là, RFAQ. Généralement, quand t'es gagnes, après ça, c'est fait que ça va mal. En général, là, Ouais, mais c'est ça. Puis c'est un moment donné, t'es comme... t'es moins focus. Pas sûr de cette affirmation-là, mais Non, mais un peu moins focus. Tu veux pas, moins focus. ça prend pas tant de temps que ça quand même d'aller Non. à une soirée, prendre un prix Non, pour retourner non, chez ah, vous. non. C'est plus T'as ton... raison, c'est t'as plus ton raison. ego qu'il faut apprendre à... Tu sais, comme il faut apprendre... Ben justement. C'est un apprentissage, effectivement, de manager tout ça, mais surtout d'être capable de se définir sans ça. C'est-à-dire, sais-tu quoi? C'est quoi ta valeur? C'est quoi la valeur de Judith sans ces prix-là? C'est toi avec toi-même à la fin de la journée. C'est personne d'autre. Oui, je comprends, c'est le fun. Les pairs nous reconnaissent, ça, bien sûr, tu sais. Mais ultimement, à la fin de la journée, c'est toi avec toi-même. On est seul, on meurt seul. Ouais. Mais tu vois, puis genre, tu sais, mettons, je pense que j'en ai à peu près, là, 7-8 des trophées. Depuis que j'ai déménagé dans ma nouvelle maison, ils sont tous emballés dans une boîte, puis j'ai absolument aucune intention de les ressortir. Alors, ça évolue. Hein? Ouais. Bon, mais là, Arsenal, OK, fait que là, en fait, On n'a pas commencé encore, là. non, c'est ça. Bon. Fait qu'en fait, au final, c'est justement, tu sais, c'est ta transaction que tu as voulu faire dans le temps de Radio Média. Exactement. Elle t'est restée dans la tête toutes ces années-là. Ouais. Puis tu cherches. T'as-tu cherché pendant tout le long des Oui. opportunités? Oui. Ouais? Ben oui. OK. Ben oui. Tu Fait que là- trouverais pas le chemin, là. Fait que. Mettons. On parle beaucoup de reprenariat. Là. Oui. Puis acheter des entreprises, ça peut être très sorcier pour quelqu'un qui n'a pas d'expertise Fait que, en fait, toi, ta méthodologie, c'est que justement, tu es en amour avec cette industrie-là. Donc, c'est, j'imagine... Avec les médias dans leur ensemble. Exactement. Avec les médias. Donc, c'est nécessairement, j'imagine, de continuer à entretenir ton réseau, nourrir ces relations-là, puis d'essayer de rester on the radar. Comme tu disais au début, tu disais... Moi, je veux que si les gens se disent peut-être que je voudrais vendre, qu'ils se disent « Hey, je vais appeler Sylvain parce que sa Exactement. réputation le précède. » Exactement. Puis si on a fait une vingtaine de transactions, c'est parce qu'on paye. Tu sais, moi, j'ai toujours quelqu'un que je rencontre, la première affaire, es-tu vendeur? Tu sais, si t'es pas vendeur ou t'es pas sûr, va y penser encore. Ouais. Puis rappelle-moi. Quand tu vas être vraiment vendeur, appelle-moi, parce que moi, je suis acheteur. Moi, t'as pas besoin de te poser la question si je suis acheteur. C'est su, là. Ouais. Tu sais, tout le monde le sait, je suis acheteur. Ouais. Donc, toi, es-tu vendeur ou non? Si t'es vendeur, idéalement, on va essayer de trouver un terrain, mais part du principe que j'ai fait une vingtaine de transactions et que donc les gens, c'est toutes des gens qui ont accepté de signer l'autre bord en disant « OK, c'est un fair deal, je signe l'entente. » Est-ce qu'il y a des gens qui sont déçus? Peut-être, mais je pense que la majorité dirait « J'ai fait un bon deal pour moi. » C'est un bon deal pour moi. Moi, je vais te dire, c'est un bon deal pour nous. C'est un bon deal pour les deux parties. Donc, on est du monde très sensé. Si tu perds plein d'argent, dis-moi pas que ta business vaut 10 millions, là. Ouais. Tu comprends? Ça vaut pas 10 millions, tu fais pas d'argent.
Fait que dis-moi pas ça vaut 10 millions, 15 millions, ça vaut plein de millions. Ben non, tu fais pas une scène avec tes actifs. Ouais, mais tu sais, oui, je comprends, tu pourrais, mais tu le fais pas. Ouais. Si toi, tu le fais pas, pourquoi moi je le ferais? Ouais. Tu vois, moi, au début, dans mon passé chez Cookit, MTY nous avait approché un moment donné pour vendre. MTY, qui était à l'époque, eux autres, ils géraient pas, entre autres... non, c'était TCBY, peut-être. Non, mais Mike's, puis tout ça. Tout, ouais. Ah ouais. Bâton rouge, etc. Ouais. Et il m'avait demandé, est-ce que tu as un prix? Puis moi, j'avais répondu à un chiffre qui n'avait pas de bon sens. Ouais. Mais à ce moment-là, je le savais pas. Tu sais, une business, ça s'évalue. Bien sûr. Tu sais, fait qu'après ça, puis tu sais, comme, admettons, justement, tu sais, fait que c'est soit un multiple EBITDA qui est les revenus, moins les pertes, moins l'amortissement, intérêts, etc., taxes. Et fait que là-dessus, ben, fait que toi, dans le cas d'une radio, j'imagine que justement, tu as parlé de la tour, tu as parlé des. Tu sais, fait qu'il y a comme les actifs. Il y a des actifs. Donc, tu sais, quand, mettons, on n'est pas capable de se convaincre que ça vaut un prix, on essaie de se convaincre avec les actifs, de dire, bon, OK, ça vaut ça, vaut ça. Ah, OK, on est prêt à donner ça, même si tu ne fais pas d'argent. On va te donner tant parce que, dans le fond, on achète des actifs, on se convainc avec le fait qu'on achète des actifs, puis c'est correct. Mais la réalité, c'est que tu as raison. Tu sais, une business, ça s'évalue. Après ça, évidemment, quand tu demandes à quelqu'un, tu dis, OK, sais-tu quoi? Moi, je vais l'acheter à l'évaluation, dans la mesure où ça fait du sens. Oui. Fais-le évaluer par une entreprise là, connue. Puis, sais-tu quoi? On va l'acheter l'évaluation. Puis quand on voit, mettons, que l'évaluation est un peu pipée, parce que, en région, des fois, là, je m'excuse, là, mais, tu sais, bon, pour connaître Ouais, tout le monde mange au même resto du coin. Ouais, là, tu arrives avec l'évaluation, tout ça. Quand ça n'a pas d'allure, moi, je dis à personne qu'on va acheter, je vais faire un deal avec toi. Dis à celui qui a fait l'évaluation, vu qu'il pense que ça vaut ça, on va l'embarquer avec nous autres comme partners, on va être 50-50. Il n'y a pas de problème, on va l'acheter avec lui. Vu qu'il pense que ça vaut ça, il doit triper, on va l'acheter. Ouais, mais non, c'est pas de même ça marche. Oui, c'est de même ça marche. C'est comme ça que ça va marcher. Dis à celui qui a fait l'évaluation, dis à celui qui l'évaluation qui m'appelle, puis on va l'embarquer à partner 50-50. Il n'aura pas peur, puisqu'il l'a évalué, la business. Il pense que ça vaut ça. Il n'y a pas de problème. Ah ouais. C'est drôle, hein, mais ça ne marche jamais. Non. Il ne rappelle jamais. Il n'y a jamais personne. Jamais personne parce que c'est du quoi? Donc, quand tu évalues une business, c'est facile à évaluer. C'est facile de l'évaluer de façon objective. Puis quand tu ne te fais pas endormir par ton client, tu es capable de dire, garde-moi, je signe comme professionnel, j'ai un brand en haut de moi. Puis c'est du quoi? Moi, je ne serai pas rire de moi. Je vais donner mon évaluation. Puis je vais te dire, c'est ça que ça vaut. Point au bout de la ligne. Puis celui qui fait l'évaluation devrait toujours se demander, toi, est-ce que tu l'achèterais à ce prix-là? Ouais. Toi, tu fais l'évaluation, l'achèterais de ça, ce prix-là. Fait que le modèle d'affaires de Arsenal, c'est... Donc, j'imagine que tu crois encore beaucoup à la radio. Est-ce que tu crois à la radio? Oui, bien sûr. Bien sûr, je crois à la radio. Mais nous, quand on achète une radio, on achète aussi un marché. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire que nous, on a des boutiques en ligne. Oui. On a une microbrasserie. On est impliqué, on fait de la bière. On est impliqué aussi avec des partners à la TUC dans d'autres breuvages. Là. Donc, pour nous autres, c'est un écosystème. Moi, quand j'arrive avec une antenne puis je m'installe dans une ville XYZ, une des villes au Québec, moi, en partant, j'ai l'antenne. J'ai un porte-voix. Moi, mon idole d'affaires, c'est Jim Pattison. Jim Pattison, qui est un des plus riches au Canada. L'affichage Pattison. OK. Donc, lui, c'est un gars qui avait des radios. C'est un gars qui avait beaucoup de médias. Lui est parti de ça, parti avec ses médias. Il a dit, c'est bon pour mes annonceurs, je vais acheter des concessionnaires auto. Il annonce tout chez nous, ça doit être bon. Fait qu'il a acheté des concessionnaires auto. Après, il a acheté des épiceries. Après, il a acheté des pharmacies. Après, puis Pattison, c'est un gars. Écoute, M. Pattison, je pense qu'il a 95 ans aujourd'hui. Là. Il va encore au bureau, d'ailleurs. Puis il est encore alerte à 95 ans. C'est un entrepreneur incroyable. C'est un entrepreneur. Jim Pattison est un entrepreneur incroyable.
Donc, Les- il est parti du média, puis il s'est dit, Puis il a tant qu'à vendre construit, exactement. Fait que moi, en fait, mes coûts de marketing dans mes autres business vont pratiquement être à zéro, parce que dans ce temps-là, tu te charges pas tes... c'est ça? Tu les charges pas. Ou tu les charges pareil, Plus mais c'est de la t'es... comptabilité, tu sais, à la fin. Ouais, OK. Donc, ton Ça m'a coût parfait. d'acquisition de clients, peu importe, tout ça est extrêmement bas, zéro. Ah ouais? Parce que t'es capable de juste faire vivre la business avec... Ben mais oui, mais ça grosso fait modo. beaucoup de sens, ça, ouais. Ouais. OK. Fait que maintenant, puis Jim Paterson, il allait-tu location, tu sais, comme geographically speaking? Oui, parce que. T'achètes-tu oui, plein parce que, d'épiceries en même mettons, temps puis plein de Non, ben non, concessionnaires? mais je te donne un exemple. Mettons, lui, il était à Winnipeg, puis là, il avait décidé d'en acheter un, puis là, il faisait de la publicité pour son concessionnaire, puis là, ça marchait. Là, les autres concessionnaires commençaient à se plaindre. Il y a même eu des plaintes au CRTC. Le CRTC dit, ouais, mais il veut pas que vous annonciez chez eux, il a le droit, là, de dire. Fait qu'il voulait même pas. À la fin, il dit, tu t'annonceras pas. Fait que là, il y en a qui faisaient Hey, j'aime faillite, ça. il les rachetait, puis là, il lui annonçait que ses affaires à lui. Fait que là, mais Oh, mon Dieu. là, attention, quand tu as des radios, Hey, toi, tu me quand donnes tu as des des idées, radios en tout cas, là. à Winnipeg, à Vancouver, en Colombie-Britannique, en fait, dans son ensemble, tu es au Manitoba, tu es à Saskatchewan, tu es en Alberta, tu es partout dans l'Ouest. Les frères Steele, Rob Steele, entre autres, ont fait la même affaire dans l'Est, dans les provinces maritimes, le même principe. Ils avaient des médias, il y avait plein de radios, et là, de ces radios-là, ils ont construit le même genre d'affaires, ils ont acheté plein de concessionnaires. Je pense que c'était le plus gros, d'ailleurs, dealer automobile au Canada, puis ils ont construit la même affaire. Donc, nous, on est dans le même esprit, là, c'est exactement dans cet esprit-là. Tu sais, on construit, puis on a des porte-voix. On en a un, on en a 2, on en a 4, on en a 8, on est toujours petit, hein? On en a 12, on en a 15, on en a 20, finalement, on en a 25, finalement, on en a 30. OK, mais attends un peu. Fait que là, prenons une ville en particulier, mettons. Ouais. Raconte-moi le process. Ben, pas le process nécessairement d'acheter, là, puis c'est bon. Finalement, tu signes le deal. Ben, il y a beaucoup de deals. Mais mettons, je vais te dire le deal qui a été un game changer. OK. Mettons, le centre du Québec, ça s'appelle le réseau des Appalaches. Ouais. Et c'est le plus vieux réseau au Canada. C'était le premier réseau qui a été créé. Donc, des stations qui fonctionnaient ensemble. OK. Et à l'époque, là, c'était Victoriaville, Thetford, Mon hood. Asbestos, Ouais. Plessisville et Mégantic. OK. C'était ça, le réseau des Appalaches. Donc, nous, un jour, je t'ai dit, on était petits, tout ça. À un moment donné, là, on donne un coup, puis on décide Fait que le d'acheter. réseau des Appalaches, ils ont 5 tours. J'imagine que Oui, c'est ça que oui, t'as dit. c'est ça. Ben, Puis ils ont oui. 3 stations de radio. Ben, il y en a une. originalement, il y en avait 5. Mais quand nous, on l'a acheté, il y en avait 3. OK. C'est une là qui avait été vendue, tout ça. Mais une qu'on avait rachetée par la bande, c'est pas important. Il y avait 3 stations de radio. OK. Victo, Thetford, puis Mégantic. Et c'est Victo, c'est une grosse station. Là. Mm-hmm. Puis c'est une station qu'on appelle une super station. C'est un 100 000 watts. C'est la plus grosse puissance autorisée. Le 97.3, tu l'entends sur toutes les autoroutes au Québec, partout. Là. C'est effrayant comment c'est une antenne qui pitch là, de partout, est en plein milieu d'un champ. C'est plat. C'est une énorme station. Énorme, là. Tu sais, pour te dire, mettons, en termes d'heures écoute, mettons, là, tu sais, quand on a acheté des stations Bell à Drummondville, là, qui pensaient, mettons, eux étaient vraiment comme, waouh, c'est une grosse station, Bell à Drummondville, tout ça, là. Écoute, ils font 15% des heures d'écoute, mettons, de Victoriaville. Ah ouais. Ah oui. Victo, là, c'est une station, là, écoute. Tout le monde de chez Victo. Non, mais à tout Victo, le monde qui habite non, à mais c'est Victo écoute le énorme. 97.3. Victo est beaucoup plus loin, là, tu sais. Tout autour, là, Ouais. ça rayonne. Donc, c'est une énorme station. Donc, on achète le réseau des Appalaches. Et là, ben, sais-tu quoi? On l'intègre dans nos brands. Quel brand on va faire? Comment on va le développer? Ensuite, on amène notre boutique en ligne. Donc, pour les gens qui... La boutique en ligne, c'est qu'en fait, c'est que comme toi, tu... Je vais te laisser l'expliquer. Puis Ben, en fait, la boutique en ligne, grosso modo, c'est une boutique qui vend du stock à 50%. Ouais, Systématiquement, sans exception, un vrai 50% tout le temps. parfait. Donc, Donc, mettons, ça peut être n'importe quoi. un certificat cadeau de 100 $ dans un spa.
Oui. Tu l'achètes à 50. Oui, mais ça peut être aussi, il y a des affaires plus grosses, on a jusqu'à des roulottes. Tu sais, Ah, écoute, pour vrai? ouais. Oh, ouais, c'est arrivé, ouais. Ah, ouais. C'est arrivé, oui, oui. Et quelques biens, tout ça. Mais en général, là, plus petits, des expériences, tu sais, le zoo de Granby, Ouais. le whatever, là, tu sais, d'arbre en arbre, ou peu importe. Ouais. Fait que les gens, mettons, pendant les vacances, hey, pars avec les enfants, j'achète le bien. 50 50 du prix que tu vas payer là-bas. Ouais. Fait que ça vaut la peine, fait que tu Fait que ton l'achètes et tout ça. trafic sur le site, tu vas le chercher en On a annonçant des. à la radio. Non. Alors là. Donc là, ça, c'est intéressant. Parce que ça, Là, il a fallu sortir les crayons. puis oui. tout, là, sur mon, Non, mais si on rentre un peu dans la stratégie, moi, j'ai toujours été tenant d'avoir nos propres plateformes et de les développer. Ouais. Je viens de te répéter, hein, c'est la théorie des petits pas chez nous, tout le temps. Tout le temps des petits pas, OK? C'est long, c'est compliqué, c'est pas hot, c'est pas in, surtout. Tu comprends? C'est pas... tu sais, la radio, c'est pas in, c'est pas in. Mais moi, je suis pas là pour être in. Moi, je suis là pour développer une business, puis la monter, puis après ça, in, pas in. Tu sais, Jim Pattison, si tu in, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est l'entreprise, le gars le plus riche au Canada. Puis, tu sais, est-ce que acheter des perrettes, c'est in? Ben non, c'est pas in, tu sais. Mais, tu sais, Bouchard est à la plus grosse capitalisation boursière, et c'est la capitalisation... le total de la capitalisation boursière de Bouchard, c'est Bell, Rogers, puis je pense qu'il y en a un autre, c'est 3 compagnies ensemble, puis ils réussissent pas à avoir la capitalisation de Couche-Tard. Si tu hot Couche-Tard, ben non, c'est pas hot, c'est Je zéro peux hot. inventer, mais ça a été mon mentor pendant 7 ans. Ouais, je sais. Mais sais-tu quoi, Bouchard, là, ce qu'il a fait, c'est pas hot. C'est, évidemment, hyper hot, dans un milieu qui est pas hot, mais c'est pas grave, c'est pas hot. Tu comprends? C'est un exemple d'affaires comme Jim Pattison. C'est pas hot. Monsieur Bouchard, il m'a déjà raconté que quand 35, 40, fait que mettons les années 90-2000, là, il y en avait quand même pas mal des dépanneurs, puis il allait dans des événements entrepreneuriaux. Mais il n'y avait pas la réputation qu'il y a aujourd'hui, là, clairement. Évidemment. Mais il allait dans des événements entrepreneuriaux, puis du moment que les gens, ils disent « Ah, salut, moi c'est Alain, puis qu'est-ce que tu fais? Ah, j'ai des dépanneurs. » Il dit tout le monde se retournait. C'est sûr. C'était comme « Ah. » C'est ça, j'aime tellement ça. C'est vraiment pas cool, ta business. Fait que finalement, j'aime tellement ça. il est allé faire son MBA parce qu'il s'est dit, je vais me bâtir de la crédibilité. Puis c'est du moment que je dis que j'ai des dépanneurs, tout le monde considère que je suis un plouc. Puis genre, homme, tu sais, comme 5e, tu sais, comme dans le top 5 des hommes les plus riches au Canada. Mais pour Quelle moi, idole, là. non, mais tu sais, pour moi, les Bouchard, comme Jim Pattison, comme les frères, pour moi, là, c'est des héros, tu comprends? Qui sont bâtis, qui ont bâti à partir de zéro leur affaire, qui ont tout construit, tu comprends, stratégiquement, tout ça. Pas pour le Kodak, pas pour le... uniquement parce que d'un point de vue d'affaires, ça tenait la route. Et c'est ça le plus grand défi. C'est ça, moi, qui m'anime à chaque matin. Comment je vais être un peu meilleur à matin? Qu'est-ce que je vais faire pour améliorer une petite affaire à ma business? Pas beaucoup. Je veux juste être un peu meilleur. Je veux juste que ma business... La théorie des petits pas. J'aime ça. La théorie des petits pas. OK, mais là... Donc là, on était rendu à ta plateforme. Comment tu fais pour aller driver ton trafic? Mais donc, non, c'est ça. Mais donc, on a toujours développé nos plateformes. Fait que moi, j'ai dit, sais-tu quoi? Il faut qu'on envoie des infolettes. Il faut que les gens s'abonnent. Et de nos abonnés, on va construire du monde qui vont être engagés dans nos affaires et tout ça. Je te fais grâce, là. Mais, tu sais, tes 1000 premiers, c'est dur à aller chercher, là. À ça, 2000. À ça, 4000. Après ça, 10 000, après ça, 20 000. Dans le fond, l'idée, c'est d'aller chercher le plus de monde possible pour, après ça, être capable d'avoir ces gens-là engagés. Puis, tu sais, tu as des heavy users et tout ça. Puis moi, ma théorie, règle de 3, c'est pas compliqué. Tu as 10 000 abonnés, on va vendre tant. Tu as 20 000 abonnés, on va vendre le double. Tu as 30 000 abonnés, on va vendre 3 fois plus, etc., etc. C'est aussi simple que ça. Parce qu'à un moment donné, tes abonnés, ils répondent, tu as un nombre de personnes qui répondent présents, puis là, ben, sais-tu quoi, ils consomment en moyenne. On sait combien ils consomment en moyenne, puis ça ne trompe pas. Mais pour ça, sais-tu quoi, contrôle ton affaire, laisse pas le pouvoir à d'autres plateformes. Donc, nous, on sait toujours, oui, on se sert un peu de Facebook, un peu des plateformes et tout ça, mais même affaire pour les nouvelles, nous, on n'a jamais vendu notre âme. On était au risque d'être ringard un peu. On a toujours contrôlé nos plateformes, les abonnés sur nos plateformes et tout ça. Puis aujourd'hui, on en tire un bénéfice incroyable parce qu'on contrôle qui est chez nous.
jamais à la radio on dit on fait un petit concours, allez sur Facebook. Ben non, pourquoi je vous enverrais sur Facebook? C'est mon concurrent Facebook. C'est une autre plateforme. Pourquoi je l'enverrais de ma plateforme pour l'amener sur une plateforme concurrente puis faire perdre du temps sur cette plateforme-là? Pendant ce temps-là, ils ne me consomment pas. Donc, les gens n'ont pas compris ça. Puis la majorité des médias ont tombé dans ce panneau-là. Ils se sont fait avoir. L'algorithme change du jour au lendemain. C'est fini, merci, bonsoir. Moi, là, je regarde... Puis là, c'est sûr que c'est pas la même chose. C'est pas la même dynamique. Mais moi, je me dis toujours, un jour, est-ce que, par exemple, YouTube, un jour, va pas changer son modèle? Il y a une petite nuance, parce qu'ils font de l'argent avec toi, là. C'est pas alors que Facebook, à l'époque, il n'en faisait pas, là. C'est ça qui est tanné. Mais quand même, est-ce que YouTube pourrait dire demain matin, je change complètement mon modèle d'affaires? Je change les règles. Il pourrait très bien le faire. Il n'y a rien qui les empêche de le faire et il pourrait le faire. Du jour au lendemain, combien d'entreprises se retrouvent gros gens comme devant? Donc, comment tu fais pour te servir des médias sociaux, mais sans vendre ton âme au diable, en gardant le plus possible le contrôle sur ce que tu fais, autant que faire ça peut? Mais si tu regardes un peu ce qui se passe dans l'industrie, un genre de code de ce monde qui, tu sais, avec la plateforme, tu sais, c'est un peu ça, ce que tu es en train de raconter, c'est un peu ça. Là. Donc, ça, c'est la solution encore faut-il trouver des abonnés, là, mais de driver du monde vers ta plateforme. Plus c'est là où ça devient vraiment, je trouve, très laborieux. C'est sûr. Ah ben non, mais là, c'est sûr. Puis ça dépend. Alors, je reviens, c'est la théorie des petits pas. Si tu veux tout faire dans l'an 1, bonne chance. Et rien que ça fait 1 an, là. Bonne chance. T'sais, moi, là, m'a dit, je pense qu'il faut que tu construises tes affaires, il faut que tu construises ton public, il faut que tu construises quelque chose avec lequel, après ça, tu as assez de substance pour, mettons, bâtir une plateforme, etc., etc. Puis je ne veux pas parler à travers mon chapeau, là. Mais moi, ce que je dis, c'est que si tu veux tout faire dans la même année, ça risque d'être pas facile, tu sais. Quand Si en affaires, ça va trop dans le vite, même mois. c'est encore pire. Non, parce qu'en affaires, c'est un des Je suis d'accord. c'est OK. un des plus gros problèmes. Tu m'aides à la réflexion. Tu m'aides à... Tu sais, quand ça va trop vite en affaires, c'est pas bon. Quand tu veux tout faire en même temps, c'est pas bon. Puis si je te parle d'Arsenal, puis tu me demandes, mettons, je vais poser la question à ta place, tu dis, qu'est-ce qui est un des secrets du succès d'Arsenal? C'est que toute notre intégration aussi de ressources humaines est faite une affaire à la fois. Moi, c'est-à-dire que je m'assure de savoir qui va travailler chez nous. Parce que je crois tellement à la cohésion des HR. Ouais. Quand tes ressources humaines sont engagées dans les valeurs de l'entreprise, il n'y a pas de problème. Quand tu connais plus le monde qui sont engagés chez vous et que tu leur as même pas parlé, parce que moi, je fais le tour du Québec souvent, là. Donc, mais quand, parfois, tu arrives et tu fais le tour, je m'en vais, mon Dieu, ah oui, telle personne, ah oui, ça a une nouvelle, elle. Ah oui, lui, il est nouveau, ah oui, on vient de là. Ah oui, lui, il fait ça, mais ah oui, mon Dieu, j'ai pas parlé lui non plus. Là, quand ça fait trop de nouveau, là, ça veut dire que ton message n'a pas passé. Ça veut dire que ta culture est peut-être pas bien descendue. Ils t'ont pas entendu, ils m'ont pas entendu faire mes petits discours, répéter mes petites affaires. Puis sais-tu quoi? Je crois énormément à ça. Oui. Donc, mes cadres, évidemment, sont proches. Mais moi, je pense que pour chaque staff, c'est ça. Et quand le monde ne sont pas intégrés dans les valeurs de l'entreprise, je vais te dire une chose, le trouble commence. Non, mais c'est parce que c'est une chose de faire des acquisitions. Le processus d'intégration, c'est ça qui fait en sorte Fondamental, que ça passe ou absolument. casse. Donc, le processus d'intégration, c'est que quand 2 business se marient, tu sais, mettons, puis habituellement, un processus d'acquisition, c'est assez secret, dans le sens qu'il y a très peu de gens habituellement qui sont Absolument. au courant, même que l'entreprise est à vendre. Fait qu'un beau matin, tu te réveilles, tu arrives à ta job, puis ton boss que tu connais depuis des années, Oui. il est plus là. Puis là, c'est un nouveau boss qui est là, C'est puis ce qui est c'est comme... ce qui est arrivé chez Bell. Puis qui est comme, salut, moi, c'est... Ouais. Fait que, puis en plus, c'est souvent un compétiteur que t'aimais fort Exactement. probablement pas. Exactement. Fait que là, l'employé arrive, est un peu sous le choc. Évidemment, là, t'sais, comme les humains ne sont pas fondamentalement maîtres comme fans du grand changement. Ouais. Et donc là, c'est tout ça. Puis là,
tout ce que tu avais, finalement, on fait plus ça comme ça. Tout ce que toi, tu faisais avant, c'était un peu de la merde. On a décidé de continuer à faire comme nous, on faisait. Vous, ça marchait pas. Nous, ça marchait. Tu sais, fait que pour les employés, ce processus d'acquisition, ce processus d'intégration-là, il est clé parce que dans un processus d'acquisition aussi, c'est pas toujours tous les talents que tu retiens. Comme tu veux faire... comme tu as des synergies, donc tu veux réussir à... Tu achètes quelque chose qui habituellement justement n'allait pas super bien, donc tu te dis ben on va couper les dépenses parce que moi mettons mes HR, ma fille au HR, je l'ai déjà, celle qui fait la dotation, fait qu'au lieu de faire la dotation juste pour 24 stations, maintenant on va en faire pour 25 mais basée à Longueuil, je pense que c'est là ta business. Saint-Lambert, pardon. Et donc là les employés que tu retiens habituellement dans le processus de la transaction, ben habituellement tu veux quand même qu'ils restent là. Si tout le monde sac son camp en même temps, comme c'est plus rough aussi. Fait que c'est ça. Puis habituellement, c'est comme un gros 3 mois. Là, où que, justement, mais en même temps, est-ce que les gens que t'achètent, tu sais, t'en as acheté des business, là. Ouais. Quand t'achètes une compagnie qui est un compétiteur, est-ce que ces gens-là ont été, mettons, exposés au même genre de culture ou une culture complètement différente? Nous, quand donc, comment tu fais? C'est ça. La différence, c'est, sais-tu quoi? Toi, mettons, t'achètes HelloFresh demain matin, là, t'as pas de buffer. Non, mais tu l'achètes, tu fais la transaction, tu closes la transaction, tu annonces qu'une transaction, puis c'est à toi. Nous, je te répète. Ah oui, c'est vrai, il y a le processus. Nous, on annonce qu'une transaction, mais après ça, c'est des mois, voire même dans le cas de Bell, c'était plus d'1 an avant que la transaction se concrétise. Donc, les employés ont été 1 an dans le blur. Ça, c'est le désavantage. Donc, beaucoup de désespoir, bon, etc. Parce que pendant ce temps-là, l'ancienne direction ne bouge pas, investit pas, ne change rien. Oui, par contre... Puis tout le monde est démobilisé à fond. Oui, par contre, mais par contre, ça te permet de faire le tour, de les rencontrer 1, 2, 3 fois pendant cette période-là. OK. Donc, tu as le droit de leur parler pareil. Oui, on s'entend avec le vendeur. Je faisais de l'anxiété, là. Mais non, mais là, les gens n'aiment pas ça. C'est un nouveau discours. Ben oui, vraiment. Un discours auquel ils ne sont pas habitués. Ben oui. Moi, what you see is what you get, là. Oui. Je rencontre le monde puis je leur parle comme je te parle, là. Oui. Fait que là, des fois, il y a un boy, OK. Un boy, OK. Oh oui, tu sais, genre, tu travailles 40 heures, on travaille 40 heures, tu sais. C'est pas on paye 40, t'en travailles 12, puis t'en vas chez vous, puis ça arrivera pas. Non. Tu comprends? Oui. On paye 40, fait que tu oui. vas travailler 40, peut-être 39,5, là, mais c'est pas mal. Tu vas travailler tes heures, tu sais. Oui. C'est normal. Oui. Tu comprends? Donc, il y a un processus, il y a comme un tampon qui fait que là, il y a des gens qui disent non, moi, je suis pas capable de vivre ça. C'est sûr, je veux pas aller là. Je ne me reconnais pas là-dedans. Non, je pars. Oui. Alors que toi, t'achètes du jour au lendemain. T'as pas ça, là. Non, c'est ça. Le monde arrive, puis le choc est brutal. Si la personne part, qui va recruter le nouvel employé pour, mettons, généralement, on n'a pas besoin de remplacer. OK. Non, c'est ça. Fait que c'est des business qui ont encore beaucoup de gras dedans. De gras. Je m'excuse, là. Mon Dieu, j'ai l'air la personne la moins sensible de toute l'histoire de l'humanité. Mais, genre, mettons, gras, je veux dire, de dépenses de toutes sortes. Pas des humains. Mais entre autres. Mais c'est sûr que nous, on est parti plus tard dans le processus. On a commencé notre business en 2011. Donc, quand j'ai parti ça en 2011, la plupart des entreprises dataient de beaucoup plus longtemps. Donc, ont des legacy beaucoup plus importants, des façons de faire plus vieilles, qui sont moins adaptées à 2026. Et donc, ça fait que c'est plus difficile économiquement, etc. Nous, on a commencé plus lean, plus petit, plus habile, plus agile. En plus, on se valorise de ça, on est content que le monde qui ont grandi là-dedans, tout ça, bien sharp, tout ça, le monde qui n'a jamais grandi là-dedans, puis que, mettons que tu as du monde qui vivait, mettons, pour prendre des photos là, avec le brand en arrière, là. Puis tu te poses à tous les jours pour te dire « Hey, je vous attends encore cet après-midi. » Puis là, tu n'as plus de fun là, parce que tu s'en viens chez Arsenal, puis le brand est comme moins gros, moins connu. Pas moins gros, mais il est moins connu, tu sais. Puis là, c'est comme tu as moins de fun. Puis, il y a tout un système qu'on brise, mais on est en affaires et on achète. C'est pas pour rien.
Fait que là, moi, puis là, à un moment donné, il va falloir finir cet épisode-là. Puis c'est là. Valeur. Non, je sais. Je On sais. n'a pas commencé. Non, je sais. Mais, mettons, dans ton exemple de Victo, t'ouvres aussi une microbrasserie, ça veut dire là-bas. J'ai ouvert à Mégantic, OK. où j'avais aussi une station. OK. Là, après ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma station, je l'ai déménagée dans le micro. C'est cool. Une station de radio dans le micro. Ah, ben oui. Trippant. C'est à moi la bâtisse, ça coûte moins cher. J'aime ça. C'est moins compliqué. Là, la Fait tour, que là- elle peut rester comme loin. Bon, non, mais la tour, t'as un signal qui se rend à la tour de toute façon qui est diffuse, là. Ah, fait que là, t'as un signal qui se rend. OK, fait que c'est pas comme un. Ouais, ben des fois, non, mais des fois, c'est des micro-ondes, des fois, c'est des liens là, terrestres. Là, ouais. J'aurais dû suivre. Ça, c'est de la physique. Hein? J'aurais dû suivre physique des pas, cours. non. Ah, non? non, Bon, non. OK, parfait. Non, mais c'est rare, les techniciens maintenant en radio. Non, mais tout ça pour dire que, tu sais, on prend la station, on la déménage dans le micro. Puis là, ben, on a notre micro, on la rénove, on fait ça à notre goût. Puis là, ben, évidemment, on fait la promo de notre bière, puis c'est toutes nos antennes, tu sais, la garnison, une bière qui goûte la bière, puis la Joker, notre bière sans alcool, tu sais, etc. Tu sais, fait que, ouais. Eh bien, tu me fais. Ça fait longtemps que j'ai pas eu une conversation qui me fait autant aller le cerveau, Sylvain. Fait que tu vois, les 4 personnes, ils avaient raison. Les 4 personnes. C'est qui déjà ces 4 Ah, personnes-là? je sais pas c'est qui, mais tu m'as dit qu'il y en avait 4. Ah oui, oui, mais c'est drôle parce que c'était avant. Tu sais, parce que là, je veux pas dire qu'on a essayé de construire quelque chose qui est similaire, mais tu sais, en tout cas, il y a comme des affaires qui se ressemblent quand même. Là. Puis, mais c'était même avant ça, comme je me faisais suggérer ta présence à mon balado. On va terminer l'épisode, Fou, mais hein? avant de terminer, la question du sponsor. EasySign, c'est quoi la signature qui a changé ta vie? La signature qui a changé ma vie. Quand il y en a eu pas mal, là. Mais je te dirais, je pense que la signature la plus importante que j'ai faite, c'est quand j'ai signé les documents d'adoption pour ma première fille. Oh. Oh. On dirait que je suis comme full contente que tu aies dit ça. J'essaie de pendant que tu réfléchissais. Non, mais je réfléchissais pas. C'est tout de suite ça que j'ai eu en tête. Ouais. Oh. Ouais. J'aime ça. Ouais. Parce que ma première fille, quand j'ai adopté, je l'avais adoptée comme résident chinois. Donc, j'avais mon petit passeport de résident chinois. Ah ouais? Donc, j'ai pas adopté de l'extérieur. On a adopté en Chine même. Donc, c'était, je pense, quand j'ai signé ces papiers-là, c'était des papiers importants. Toujours envie de dire aussi, évidemment, quand il y a plein d'autres papiers qui ont été importants dans ma vie, mais celui-là, le premier, surtout parce que j'étais là-bas en Chine, c'était... Ouais. Ben, Sylvain, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'était vraiment un beau moment. J'aime ça. Ça y est, on est parti de tout bord, de tout côté. Effrayant. C'était un bel épisode. Je pense que, tu sais, mettons, moi, je m'intéresse beaucoup à cette industrie-là. Fait qu'évidemment, le balado suit nécessairement ce qui m'intéresse à chaque semaine. Mais je pense que pour les gens qui écoutaient, ça a donné vraiment comme un bon portrait des médias quand même au Québec. Ouais, puis l'histoire des médias qui, à travers ton histoire, fait que j'ai bien aimé ça. Donc, ben, à la maison, merci beaucoup pour votre écoute. Ce fut un plaisir de partager ce moment-là avec Sylvain et avec vous. Et on se reparle la semaine prochaine.